Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, diminuer vos blessures et découvrir les secrets de sportifs, athlètes et pratiquants de musculation réputés et remarquables. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation et à chaque fois avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal. Et aujourd'hui, je reçois Rudy Koya. Mais avant ça, je voulais juste dire un petit mot. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti d'épisode. Le dernier remonte à juillet 2019, qui était avec Big K Coach, d'ailleurs, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir sur YouTube, puisque j'ai désormais décidé de publier les épisodes de podcast également sur la plateforme YouTube. Alors il y a eu quelques petites modifications professionnelles de mon côté, ce qui fait que ça a retardé la suite, en tout cas les prochains épisodes, mais ça y est, là je reprends, et quoi de mieux que de reprendre avec Rudy Koya. Alors Rudy, je l'ai contacté évidemment, et il a répondu assez vite, puisqu'il est toujours désireux de partager ses connaissances et son parcours. Je trouve ça génial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a, dans le milieu de la musculation, il n'y en a pas beaucoup. Mais Rudy, il est coach depuis plus de 10 ans. Il a fondé le site superphysique.org, qui est aujourd'hui la référence francophone dans le monde de la musculation sans dopage. Depuis qu'il est arrivé sur le web en 2006, il a vu vraiment passer toutes les modes, les entraînements, les programmes un petit peu hasardeux, les exercices exotiques comme il aime l'appeler, ou la méthode chinoise. Il a coaché des milliers d'élèves, il a effectué beaucoup de tests, et c'est comme ça qu'il a construit sa méthode Superphysique, qu'il considère comme logique, structurée, qui n'est pas de la bro-science, et finalement qui laisse peu de chance au hasard, ce qui m'a donné l'idée du titre de cet épisode. Alors Rudy, il a aussi codifié l'analyse morpho-anatomique, il a popularisé les cycles de progression, et il a récemment sorti l'application SP Training, qui vous permet, lorsque vous allez en salle, en fait, de créer votre propre programme d'entraînement selon les principes de la méthode Superphysique, et qui va vous permettre de progresser régulièrement, chaque semaine. De toute façon, on en reparlera dans l'épisode avec Rudy. Alors, ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est pourquoi son discours il connecte avec les professionnels de santé, comment il a commencé la musculation grâce à une dérogation, et la première fois qu'il a passé les 100 kg au développé couché. On verra aussi peut-être ce que vous ignorez sur le coaching en salle de sport. Et une autre petite chose, c'est pourquoi il s'excuse auprès de ses premiers élèves qu'il a sacrifiés pour la bonne cause, on peut dire. Il vous expliquera aussi pourquoi il ne vendra jamais de programme de musculation sur 12 semaines. Ensuite, on est passé un petit peu sur l'entraînement en endurance. J'avais quelques questions à lui poser, donc j'ai été ravi d'avoir ses réponses. On va voir les règles de base qui sont accessibles vraiment à tous pour améliorer ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, j'en dis pas plus. On va faire un petit passage aussi sur la genèse de l'application Superphysique, qui s'appelle SP Training, et qui a un concept novateur, en tout cas qui n'avait jamais été fait auparavant dans une application d'entraînement simplement. Et à la fin, j'avais une petite question à lui poser, ou en tout cas j'avais une réflexion par rapport à quelque chose qui s'est passé récemment un petit peu sur les réseaux sociaux, et je voulais avoir son avis, et sa réflexion elle a été à la hauteur de mes attentes, puisque c'est toujours intéressant et toujours très cohérent ce qu'il dit. Voilà, bon, je pense que cette introduction est beaucoup trop longue. Je vous laisse là-dessus. Juste avant, évidemment, si le podcast vous plaît, une petite note sur Apple Podcast ou sur iTunes, un 5 étoiles. Vous pouvez laisser un petit avis, c'est ce qui aide le mieux le podcast à être référencé. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, évidemment, vous abonnez sur la plateforme de votre choix. Sur ce, je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Rudy. Et quant à nous, on se retrouve juste à la fin. Rudy, salut, bienvenue sur le podcast. Merci déjà, Jérôme, de m'avoir invité à participer. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger, surtout avec... c'est la première fois que je fais un podcast avec un professionnel de santé. Donc, ça me fait plutôt plaisir... de participer. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Ça fait quand même assez longtemps que je te suis sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, sur YouTube. Moi, je t'ai découvert. C'était en plein dans mes études. Tu vois, j'étais en deuxième ou troisième année d'ostéo. Donc, ça remonte à un petit moment maintenant. C'est quand tu étais jeune encore. Quand j'étais jeune, parce que maintenant, je suis vieux. Mais je me rappelle, t'es un des premiers que j'ai découvert, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de me faire un petit peu avoir par toute la nouvelle génération de youtubeurs ou de coachs qui donnent des conseils un petit peu
hasardeux des fois. Donc je suis pas passé par là, je suis pas passé par toutes les conneries qu'on peut entendre, pour ensuite tomber sur des choses plus sensées que tu peux proposer toi sur ton site. Je suis directement tombé sur tes conseils, ce qui fait que je pense que ça m'a fait gagner du temps. Alors pas tant sur l'entraînement évidemment, mais surtout sur les blessures, la compréhension, la physio, tout ça, tu vois, ça m'a permis de gagner un temps fou, quoi. Bah c'est vrai que j'ai un discours et j'ai souvent des messages dans ce sens-là qui parlent pas mal à tous les professionnels de santé, que ce soit des kinés, des ostéopathes, parce que comme à chaque fois, j'essaye en fait d'expliquer, comme mon mathématique, c'est de permettre aux pratiquants de progresser et d'agir en connaissance de cause. J'essaye d'expliquer en général pourquoi on fait tel exercice, c'est par rapport à l'insertion, la terminaison de ce muscle, etc. Et forcément, ça parle à ceux qui se forment, qui sont formés en anatomie. Et en règle générale, ça parle plutôt bien aux professionnels de santé qui voient bien que on est sur la même longueur d'onde ou presque. Mais c'est exactement ça, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sport, à la musculation, à aller s'entraîner dans une salle de musculation, moi par rapport à mes études, j'avais donc une base d'anatomie. Et ce que tu disais, ou en tout cas comment tu l'expliquais sur tes vidéos, sur tes articles, ça rejoignait bien ce que moi je comprenais sur la physiologie du mouvement, les angles, un muscle qui se raccourcit, qui s'étire, les insertions, enfin un truc tout con, hein, mais je veux dire, quand on fait un mouvement de musculation, en fait, on étire, on raccourcit. La première chose à savoir, c'est où se trouvent les insertions sur le muscle pour comprendre quel mouvement fait ce muscle, quoi. Et je trouve que dans ce sens-là, effectivement, ça rejoint pas mal toi, ta méthode, en tout cas, comment tu l'as expliqué. Ouais, c'est pas de la neuroscience comme beaucoup utilisent ce mot actuellement, donc... C'est ça. Bon, écoute, sur une première question que j'ai l'habitude de poser à chaque invité et que j'aime bien, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es entré dans une salle de musculation, la toute première fois, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Ouais, et je me souviens très bien parce qu'en fait, donc je me suis entraîné quand j'ai commencé la musculation juste avant mes 14 ans. Je m'entraînais dans le sous-sol chez mes parents. Ensuite, on a déménagé, donc je m'entraînais dans le garage. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait une salle pas loin de chez moi pour faire des compétitions de développé couché. À l'époque, j'étais assez fort développé couché. J'en abusais plusieurs fois par semaine. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire des compétitions de développé couché. Et donc, il y avait une salle pas loin de chez moi qui était à genre 15 minutes à pied qui proposait ça. Sauf qu'il fallait avoir 16 ans. Mais ça, je le savais pas. Donc, en fait, quand j'ai eu le niveau à peu près pour faire des compétitions, j'ai été à la salle, je crois que c'était avec mon père. On est arrivé à l'accueil, etc. On a dit, voilà, on aimerait s'inscrire quand mon père m'a dit voilà, on aimerait l'inscrire à la salle, etc. Et comme j'avais pas 16 ans, il a dû signer une dérogation. Et puis on a dû dire que je voulais faire des compétitions. Donc il y a le président de la salle qui était là, etc. Il a dit ah bon et tout. Et en fait ma première séance en plus, donc c'était pas ce jour-là parce qu'il fallait ramener des documents, etc. Mais genre la première séance une semaine après, un peu moins. Et en fait le président de la salle m'a fait faire un maxi au développé couché pour voir si ce que je disais était vraiment vrai, quoi. Donc ouais, je m'en souviens. J'avais eu déjà une dérogation à l'époque pour pouvoir m'entraîner à la salle parce que suivant les salles, et c'est assez, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est peut-être la France mais il fallait avoir 16 ans pour pouvoir pratiquer la musculation en salle, sinon il fallait avoir une dérogation. Et donc des parents. Voilà, j'avais une dérogation. Pour une décharge de responsabilité vis-à-vis de la salle si je me blessais ou quoi. Et donc, ouais, je me souviens, c'était juste avant mes 16 ans. Ok, et est-ce que... alors, tu avais déjà commencé chez toi, donc j'imagine que tu avais développé un certain intérêt par rapport à la muscu, à l'entraînement. Ouais, j'étais déjà à fond. En fait, j'avais été m'inscrire à la salle parce que donc, ça faisait 2 ans que je m'entraînais et j'avais vite commencé par vraiment abuser du développé couché, ce qui fait que... pendant un long moment, on peut dire que j'avais que des pectoraux ou presque qui étaient développés. Et on connaît tous justement tes pecs. Ouais, normalement, tu vois, c'est pec, tout le monde fait pec bras au début, mais moi je faisais beaucoup ça. J'aimais bien les tractions et tout ça, mais et quand je faisais de l'athlétisme en parallèle, les cuisses, je faisais pas des masses. On connaît tous cette excuse-là. Je fais du foot, je fais de l'athlétisme, je fais du vélo. Pour l'athlétisme, je sentais que faire les cuisses, ça me filait des courbatures horribles, et donc ça me ralentissait en plus. On voit bien la distinction entre la performance, etc. Mais et en fait, on est parti en vacances avec mes parents. Je me souviens, c'était à Chypre. Et en fait, là-bas, je suis tombé sur du matériel olympique. En général, quand tu t'entraînes chez toi, tu as du matériel en 28 mm. Je sais pas si tu as connu ça. C'est les petites barres Décathlon, etc. Et j'avais une barre d'1m75
Et je sais plus, avant de partir en vacances, j'avais fait, je crois, 5 séries de 5 à 83 kilos, avec 3 minutes de récupération. C'était la mode à l'époque. On faisait tous du 5x5 en montant d'1 kilo à chaque séance. Et je pars en vacances, etc. Barre olympique, là où j'arrive en vacances, incroyable, une salle pour une fois. Et là, ça change tout. D'un coup, je me dis, putain, les barres paraissent légères. Je sais pas, première séance, je fais genre 13 reps à 80. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et donc, j'ai pu, 3-4 jours après, je tente 100 kilos et j'en fais 2. Je fais 2 reps passants. Et là, je me dis, je regardais un peu les compétitions. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le net. Donc, je regardais un peu ce que faisait. C'était facile de trouver des résultats de compétition, les minima. Tout était assez simple, en fait. Il y a beaucoup plus que maintenant. Et je vois que j'ai le niveau record de France dans ma catégorie. Donc, cadet, moins de 82,5 kilos. Et je me dis, je dis, faut que je fasse des compétitions. Et ouais, en fait, j'étais assez mordu parce que j'ai toujours bien aimé, et j'aime toujours ce truc-là en muscu, c'est que tu as le résultat de tes efforts. Du moins, il est visible. Alors après, plus ou moins, en fonction de ton potentiel, en fonction de comment tu t'investis, en fonction de comment tu manges, etc. Mais si tu t'investis convenablement, surtout dans ces âges-là, quand tu es adolescent, fin d'adolescence, début adulte, normalement, tu as des super résultats. Et moi, je voyais que en plus, physiquement, j'étais pas le plus doué. Je voyais qu'il y a des muscles qui se développaient pas trop, etc. Mais en force, je voyais que, surtout développé couché, que je progressais super bien, quoi. Et donc, ça m'a. En général, quand t'es bon dans un sport, t'accroches, tu sais bien comment c'est, quoi. T'es bon. Et en fait, ça te fait continuer. Et c'est un peu un cercle vertueux, c'est un engrenage. Ouais, et puis surtout, tu as cette boucle de récompense par rapport aux efforts que tu donnes. Alors, ça te donne encore plus envie de te dépasser, ça te donne encore plus de plaisir normalement. Ouais, c'est ça en fait. T'es content de t'entraîner, et puis tu progresses, et puis alors t'es content de progresser, et puis de t'entraîner. Et en fait, j'étais assez accro, quoi. Franchement, et ça m'a fait arrêter l'athlétisme que je pratiquais en même temps, et pourtant que j'adorais. Et j'étais un véritable passionné aussi d'athlétisme. Je connaissais tous les records, tous les trucs par cœur. Je regardais toutes les compétitions. J'enregistrais toutes les compétitions pour les re-regarder, etc. Pour analyser les trucs. Et là, la muscu avait vraiment pris le dessus parce que, contrairement à l'athlétisme où j'étais moyen, on va dire, là, développé couché, j'étais, pour mon âge en tout cas, à l'époque, j'étais super fort, quoi. Et c'est marrant que tu parles de barre olympique, de la petite différence que tu as ressentie quand tu es passé sur une barre olympique. Moi, je me souviens que chez moi, j'avais une espèce de barre, un peu comme tu devais avoir, barre Décathlon, là où tu peux pas mettre énormément, qui sont assez fines. Et la première fois où je suis allé dans une vraie salle de musculation, dans un vrai gym, en essayant de faire du développé couché avec une barre olympique, j'ai tout de suite vu une différence. Alors, moi, j'ai pas gagné autant de kilos sur la barre, mais c'est surtout la stabilité sur le mouvement. Ça avait fait une grosse différence, j'avais remarqué. Ouais, c'était non, mais de toute façon, il y avait un monde entre les deux. C'est fou. Moi, je vais te dire, j'ai commencé, je sais pas si j'ai raconté, mais avec une barre d'1m20. Parce qu'on s'entraînait donc dans le sous-sol chez mes parents, mon père faisait un peu de muscu, et donc la barre faisait 1m20. Alors là, t'as l'impression que la barre était super lourde, quoi. Tu sais, c'était hyper compact. Oh, et alors après on a déménagé, j'ai dit il nous faut une barre un peu plus grande, etc. Donc une barre d'1m75. Et elle était hyper épaisse au milieu où tu mettais tes mains. Et pareil, tu sentais que c'était une enclume, quoi. Tu disais Et puis quand je suis passé à la barre olympique, tout de suite j'ai senti c'était mieux, ça. Je sais pas, ça allait beaucoup mieux, quoi. Vraiment. Comme si le mouvement était plus, il était plus stable, t'arrivais plus à maintenir une bonne trajectoire, moins à devoir maintenir l'équilibre. Je sais pas, c'est assez bizarre. Moi, j'ai cette impression, ce souvenir comme ça où cette impression, ce souvenir que la barre, elle est plus souple en plus fluide. Normalement. Tu sens que c'est mieux. Ouais. Après, je sais que à un moment aux US, donc ça fait longtemps que je suis plus tout ça, mais je me voyais, on voyait ça en cours avec Marc Bouillot que j'avais eu comme prof. Il disait que des fois, aux États-Unis, des fois, ils font même des barres de 2m40. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une barre olympique, normalement, c'est 2m20 de longueur. Et il y en a, ils mettaient une barre de 2m40. Avec 2m40, ils étaient encore plus forts, quoi. Ils soulevaient plus lourd. Donc, et donc, les records n'étaient pas homologués avec ça, mais il y avait des fédérations qui autorisaient ces barres-là. Mais ouais, c'est sûr que. Mais tout ça pour dire que le matériel, quand même, fait une grosse différence. Avant le podcast, on parlait justement, tu es dans une salle où il y a a priori du super matériel, etc. Ça change la donne comparé à l'entraînement chez soi. Ça change. Si t'es pas millionnaire, ouais, quoi. Ça te donne envie. Ouais, alors il y a le côté un peu sueur, tu sais, quand tu t'entraînes chez toi avec du matériel un peu rouillé, tu sais, ou alors les salles un petit peu à l'ancienne comme ça, il y a un côté sueur à l'ancienne, on va pousser, etc. Mais ça peut vite être fatigant, surtout quand tu dois à chaque fois déplacer les poids, déplacer ceci, refaire tes haltères. À chaque fois, on a tous connu ça, on avait les paires d'haltères et puis on rajoute les poids pour un exercice. Qu'est-ce que c'était long, ça.
Non, mais c'est long et puis c'est chiant quoi quand quand t'es dans une salle où finalement t'as tous les haltères de tous les poids. Mais bon, je veux dire, c'est quand même plus facile de s'entraîner. C'est moins, tu peux être plus focus à la limite sur tes exercices et moins te faire chier à charger, décharger. Ah ouais, moi je me souviens et pareil pour les machines quoi. Quand je m'entraînais chez moi, ça me prenait un temps fou en fait. Ça me prenait un temps de malade de charger mes haltères et tout. C'est vrai que ça te double pas ton temps, mais tu fais une fois et mille le temps que ça te prendrait en salle en fait. Donc ouais, c'est ça. Et alors toi, dans ta jeunesse, t'as vécu ta jeunesse, c'était en région parisienne, c'est ça? ouais, tout à fait. Bah, j'ai grandi. En fait, je suis né dans le 93. Pour ceux qui connaissent un peu, je sais pas s'ils connaîtront, mais à Leblanc-Ménil. J'ai grandi dans le 77, donc Seine-et-Marne, ce qui est un peu la brousse entre guillemets. Et progressivement, bah, ça s'est surpeuplé, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de monde maintenant. Et je m'entraînais dans le 93. Donc aussi bien l'athlétisme quand j'étais gamin, qui était mon autre passion. Je m'entraînais à Tremblay en France, et ma première salle de musculation était à Tremblay en France. Donc j'y ai passé 25 ans en région parisienne avant de déménager actuellement sur Annecy, qui est juste à côté, où je peux dire que c'est pour moi, je connais pas tous les endroits du monde, mais actuellement de mon expérience, le meilleur endroit. Le paradis sur Terre que tu dis, je crois que tu l'as encore dit récemment sur le dernier Super Physique podcast. Ouais, je dis souvent ça parce qu'en fait, il n'y a pas trop de monde encore. C'est magnifique, il y a les montagnes, il y a le lac. L'été, l'été, les gens me disent est-ce que tu pars en vacances? Je dis mais dis-moi. En plus, maintenant que j'ai la villa Super Physique, j'ai une énorme terrasse. Ah, quand ça va être l'été, ça va être le paradis quoi. Ça va être donc. Et justement, c'est ce que je voulais te demander, c'est pour quelle raison tu as déménagé à Annecy? Est-ce que tu avais passé des vacances là-bas, tu as eu le coup de cœur, ou c'est le hasard ou... Non, mais en fait, c'est drôle. En fait, quand on entraîne à Tremblay en France, je raconte l'histoire au complet, elle est assez longue, mais elle est marrante. Je pense que mon pote écoutera en plus, comme je partagerai le podcast. À Tremblay en France, je suis arrivé, et donc j'avais 16 ans, et j'avais déjà une forte confiance en moi. Et je me souviens qu'il y avait des types qui faisaient déjà de la force athlétique, dont notamment un jeune qui avait 2-3 ans de plus que moi, il s'appelait Brice. Il s'appelle toujours Brice, et on discutait, et il venait d'être champion de France de force, et je lui dis, moi, dans 3 mois, je fais 120 kg de développé couché. Je venais de faire 110, etc. Et il me dit, nah, jamais tu y arriveras, etc. Et donc on s'était un peu engueulé comme ça, et de fil en aiguille, en fait, comme il était sérieux, j'étais sérieux, etc. Et ben, on a vraiment sympathisé, et on était pratiquement tous les week-ends ensemble, pendant des années. Et à un moment, il s'est marié, j'étais son témoin de mariage. Et en fait, lui, il a toujours été assez entreprenant dans la vie. C'est jamais quelqu'un qui s'est laissé, qui a subi en fait. À un moment, il fallait qu'il fasse, et donc il a déménagé sur Annecy. Et donc, je venais l'été, je venais à Noël, jour de l'an, etc. Et à un moment, 25 ans, il faut bien que je prenne mon envol. Je me suis dit, est-ce que je prends un appartement en région parisienne? J'étais un appartement en région parisienne, et je me disais, putain, mais c'est horrible quand même. Il y a du monde, c'est surpeuplé. Je sais pas si t'as déjà été en région parisienne, mais moi, ceux qui y vont, en fait, pour des vacances, faire les touristes, je comprends, mais ceux qui y vont pour y vivre, ok, il y a du travail, etc. Mais il y a un monde, c'est incroyable, en fait. Tu sens la tension, c'est gris, en fait, tout est gris. Tu prends ta voiture pour faire, moi, j'habitais à l'époque à 25 km de Paris. Tu n'y vas jamais, parce que 25 km en région parisienne, c'est 1h30, 2 heures, et encore, t'es pas garé dans Paris, hein. T'es pas garé du tout. Donc, et donc voilà, donc mon pote était sur Annecy, et je venais, et à un moment j'ai dit mieux vaut que je vienne à Annecy quoi. Donc, et est-ce qu'à ce moment-là tu avais déjà commencé ton activité de coach là à 25 ans, ou tu l'as véritablement démarré quand tu es arrivé à Annecy? Enfin en ligne en tout cas. Moi j'ai commencé mon activité en fait en 2006. Donc tu vois, je suis né en 87, donc j'ai commencé mon activité juste avant mes 19 ans. Mon site à l'époque s'appelait coach-perso.fr, rudicoya.com maintenant. Et en fait j'ai commencé en ligne et également en salle. J'avais trouvé une salle à qui je redonnais un pourcentage de ce que je faisais, et qui en échange me faisait un peu de pub, etc. Et donc j'avais des élèves. J'avais eu mes premiers élèves en réel là-bas. Et progressivement, en fait, à force d'écrire des articles, de faire des vidéos, de répondre sur les forums, etc. Et d'ouvrir notamment mon site Super Physique sur la thématique de la musculation sans dopage, et ben en fait mon activité sur le net a explosé, et en fait à un moment j'ai dû faire un choix qui était soit je dis non à tous ceux qui me demandent pour être coaché en ligne, ou soit j'arrête le coaching en réel pour me concentrer à ce coaching
en ligne. Et j'ai préféré donc, c'était 2009, 2010, peut-être 2010, arrêter le coaching en salle parce qu'en fait, s'il faut bien comprendre, moi ce que j'adore faire, c'est faire progresser les gens, c'est leur dire quoi faire à chaque séance, corriger leur exercice bien évidemment, mais ça me met mal à l'aise en fait de vendre un service, par exemple une séance de musculation, de coaching, etc. C'est 60 € de l'heure minimum. En dessous, c'est compliqué parce que tu as des charges. En tout cas, tu connais bien le système français, hein. Tu le connais bien. Mm-hmm. Donc Ouais. voilà, c'est 60 €. Toi, il te reste 25-30 €. Voilà, c'est ça qui se passe à peu près. Donc 60 €. Sauf que en fait, sur une séance d'1 heure, et 1 heure c'est court, hein, c'est pas très rapide. Pendant les temps de repos, faut meubler, faut discuter. En fait, c'est pas vraiment l'idée que je me faisais de mon métier. Moi, je voulais faire progresser les gens à fond, etc. Et je voyais bien que ceux qui me prenaient en réel, c'était des gens, des fois, qui n'avaient pas spécialement envie de s'entraîner. En fait, j'étais là pour les forcer un peu à s'entraîner, à prendre soin d'eux, etc. Ce qui était complètement différent des gens qui m'écrivent encore aujourd'hui, que je coach encore à distance, où eux, ils sont déjà motivés, ils veulent s'entraîner, ils veulent juste savoir quoi faire pour mieux progresser. Et donc, j'ai fait mon choix. Et donc, ouais, quand je suis arrivé sur Annecy, tu vois, ça faisait déjà, je suis arrivé en 2012, ça faisait déjà 6 ans que je coachais en ligne, et ça faisait déjà à peu près 3 ans que j'étais à temps plein sur le net. Ok, et donc petit à petit, comme ça, tu as développé donc la méthode d'entraînement super physique, qui est un petit peu ton approche donc contre le dopage. Pas tant contre le dopage, mais surtout comment progresser en étant naturel, en restant naturel, aller chercher le maximum de ce qu'on fait. Quels ont été les paliers un petit peu que tu as vécu là depuis ces dernières années en construisant cette méthode? Est-ce qu'il y a eu des passages importants? Tu t'es rendu compte, tu as eu des déclics sur comment s'entraîner, je veux dire les cycles de progression, tout ça. C'est venu progressivement, c'est venu par à-coup. Comment tu l'as vécu? En fait, quand j'ai commencé à coacher, je m'excuse auprès de mes premiers élèves, mais franchement, je faisais tester plein de trucs. Vraiment, en fait, ça a été un peu le jeu des erreurs. Des réussites-erreurs en fait. Je faisais tester. Et moi, je testais en même temps, j'y allais, etc. Des fois, des élèves venaient, que j'avais à distance, s'entraîner avec moi. On faisait des tests. On a fait des tests de l'électro, on a fait des tests en forçant à fond. Franchement, on a fait. Ça n'arrêtait pas, quoi. Et par exemple, tu vois, tu parlais des cycles de progression, mais tout s'est mis en place très progressivement. Et c'est vers 2015-2016 que là, j'ai vraiment tout codifié. Que là, je me suis dit, voilà. J'ai assez de recul pour tout codifier. Avant, j'en faisais utiliser, mais c'était moins codifié en fait. C'était encore dans des tests, etc. Alors que maintenant, tu vois, par exemple, avec la formation super physique que je propose sur méthodesp.rudicoya.com, là, tu as 20 vidéos sur tous les cycles de progression possibles et inimaginables, tout ce que j'ai testé, comment faire pour modifier, absolument tout. Et ça, c'est vers 2015-2016. Après, tu vois, sur l'analyse morpho-anatomique, par exemple, qui est une autre de mes spécialités, ça, j'en avais déjà conscience en 2009, parce qu'on avait déjà des articles là-dessus par rapport à la morpho-anatomie, par rapport à comment s'entraîner, si on a des longs bras et pas de cage, ou l'inverse, on a des petits bras et une grosse cage, etc. Mais j'ai mis 2-3 ans pour tout codifier, en fait. J'avais commencé à analyser des gens, notamment sur site Superphysique. Je crois qu'il y a 3 analyses en exemple qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais qui m'ont permis, en fait, de m'améliorer. Et donc ça, c'était les prémices de ce que tu as développé par la suite. C'était les prémices, mais en fait, tout s'est fait assez progressivement. Et tu vois, j'ai sorti pareil, je crois que c'est 2016, le premier tome de la méthode super physique. Et quelques mois plus tard, le tome 2, consacré à l'analyse morpho-anatomique. Et donc, c'est là que j'ai commencé. Tu vois, c'est de 2000... je dirais les premières analyses en ligne, il faudrait que je regarde, mais sur les 2011-2012, comme la première codification. En 2014, j'avais organisé un stage super physique, donc dans ma salle, le super physique gym, où justement ça m'avait forcé à codifier un peu plus ma méthodologie par rapport à l'analyse morpho-anatomique. Qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on n'analyse pas, comment on codifie, pourquoi on est fait, etc. Et tu vois, il m'a fallu 2 ans de plus pour le rendre accessible, entre guillemets, pour que tout soit bien clair dans ma tête. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est comme, je veux dire, c'est vraiment automatique. Quand je vois quelqu'un, il me suffit de 5 minutes pour voir, à moins qu'il soit vraiment très très spécial. mais ouais, tout s'est fait assez progressivement. En fait, il n'y a pas eu de
c'est un peu, ouais, comme je te dis, au début, t'es amateur et c'est normal, mais t'essayes tant bien que mal de faire du mieux que tu peux. Et à un moment, ça se met en place, Tu sais, il m'a fallu, c'est ce que je disais dans je sais plus quel podcast, il m'a fallu 10 ans, en gros, d'expérience à coacher les gens, moi, ça faisait 15 ans que je m'entraînais, etc., pour arriver à codifier la méthode Superphysique. Voilà, il m'a fallu 15 ans. Et avant ça, j'arrivais bien à faire progresser les gens. Je pouvais, à partir de 2011-2012, voilà, je faisais déjà appliquer ça, mais sans cette codification, j'avais pas pris le temps en fait d'éclaircir tout dans ma tête. Et là, maintenant, c'est plutôt clair, c'est plutôt bien clair, quoi. Ouais, et pour rester un peu sur l'analyse morpho-anatomique, parce que moi c'est quelque chose qui me passionne également, ce que j'aimerais savoir, alors juste pour le rappel, pour ceux qui ne sauront pas, c'est est-ce que tu peux décrire rapidement ce que c'est que la morpho-anatomie ? Ouais, très simplement, c'est l'analyse de la longueur des os et de la proportion entre eux, et l'analyse des longueurs musculaires et de relations qu'il existe entre les différents muscles, afin de comprendre pourquoi on a des prédispositions sur certains exercices, pourquoi on n'en a pas, pourquoi certains muscles se développent plus facilement que d'autres, pourquoi certains ont plus de mal à se développer, afin de permettre à des individus qui sont vraiment intéressés de se comprendre, de faire au mieux selon leurs prédispositions et leurs faiblesses, de personnaliser, d'adapter leur entraînement. Donc en fait, je prends un exemple très simple. Imaginons, si vous faites de la musculation, ça fait quelques années, etc., vous voyez, vous ne prenez pas trop des pectoraux et que vous dites, tiens, comment ça se fait ? Vous lisez le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, vous allez dire, ah ouais, je comprends, c'est parce que en fait, j'ai la cage qui est plutôt plate, j'ai des longs bras, j'ai les deltoïdes en point fort, les triceps en point fort, mes pectoraux sont plutôt courts, et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour corriger la situation ? Mais il y a une explication. En fait, je suis plutôt quelqu'un d'assez logique. J'aime beaucoup la raison et la logique. J'aime pas trop l'irrationnel et les émotions, notamment pour les conseils d'entraînement, etc. Mais donc, c'est ça, en fait. Ça te permet de te comprendre. Alors, c'est pourquoi, quand on débute, je conseille pas spécialement de s'analyser. Mais progressivement, au fur et à mesure que sa pratique prend du sérieux, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, notamment pour déterminer après assez facilement quels sont les meilleurs exercices pour soi, ceux pour lesquels on n'est pas vraiment fait. Parce que pareil, aujourd'hui, sur le net, et même encore dans certaines salles, j'imagine, tu as des mythes qui circulent tout le temps, qui disent, voilà, il faut absolument faire tel exercice, si tu le fais pas, tu vas pas progresser, etc. Et c'est pas vrai. Je vois, tous ceux qui assistent à mes conférences sur le sujet, qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, se rendent bien compte, ils font des tests sur eux-mêmes, ils disent, ah ouais, je comprends mieux. La dernière fois, j'ai fait une conférence sur Paris, et j'ai pris June, qui est au Superphysique Gym, qui s'entraîne avec nous. Et c'est une vraie sauterelle. En fait, elle a des très très longs fémurs, des très très longs bras. Et donc, quand elle fait un squat, c'est pas un problème de mobilité, parce que tu as toujours des types qui vont te dire, ouais, c'est parce que t'es pas assez mobile. Alors, problème de mobilité, c'est autre chose, on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui. Mais ouais, t'as pas assez de mobilité de cheville. Non. La fille, elle est super souple, elle donne des cours de pilates. Il y a pas de souci, elle a un bon contrôle moteur, tout va bien, elle est renforcée, tout ce qu'on veut. Sauf que un squat à vide, il n'y a pas de souci, mais dès qu'elle met du poids, forcément, sa morpho-anatomie reprend le dessus. Quand tu as des longs fémurs, peu importe ta mobilité de cheville, et elle a une sacrée mobilité, en fait, tu vas pencher en avant. Tu vas te servir plus de la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio, fessier, pour remonter la barre, plutôt que les quadriceps. Et souvent les lombaires aussi. Voilà, donc ça ressemble un peu à un squat good morning, comme on dit. Et donc forcément, si elle veut prendre des quadriceps et en plus ne pas accentuer, j'ai envie de dire, son risque de blessure au dos, même si son dos est gainé, etc., il faut le dire, quand tu forces la tête entre les jambes, c'est pas très sécuritaire. Elle, ça veut prendre des quadriceps, il faut qu'elle se fasse autre chose. Voilà, et c'est facile à comprendre, elle se met de profil, elle fait un squat, vous allez dire, ah ouais, il y a un truc qui va pas. Donc, ouais, comparativement à quelqu'un qui aurait les fémurs courts, qui descendrait beaucoup plus droit. Mais c'est ça que je trouve assez fascinant avec notamment la morpho-anatomie, c'est que dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu, qu'on comprend les leviers, qu'on comprend les longueurs osseuses, etc., pourquoi justement avec des longs fémurs, la personne va se pencher en avant, c'est logique.
Ben, dès qu'on s'y intéresse, on commence à comprendre un truc tout con, c'est que si tu as les avant-bras longs, tu auras beaucoup plus de distance à parcourir sur un développé couché. Et en fait, quand tu commences l'entraînement, tout ça, je veux dire, c'est une espèce de monde, tu sais pas que ça existe. Pour toi, tu prends la barre, tu l'amènes au niveau de la cage thoracique et tu remontes. Et voilà, tu fais un développé couché. Et effectivement, comme tu disais, ceux qui descendent pas, c'est les flemmards ou ceux qui veulent mettre beaucoup plus lourd et donc ils font des demi-reps. Mais en fait, dès que tu t'intéresses à ça, aux longueurs musculaires, longueurs osseuses, tu comprends très très vite, et n'importe qui peut le comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de sciences, de physique ou de ce que tu veux, qu'avec des avant-bras longs, tu vas descendre beaucoup plus bas au niveau de tes pecs et que ça va tirer beaucoup plus au niveau de l'épaule, quoi. Ah ouais, bah de toute façon, t'es un spécialiste aussi, mais ouais, de toute façon, tu te rends. Mais souvent, la morpho-anatomie, la compréhension de l'entraînement, tout ça, ça intéresse surtout ceux qui ont des problèmes. Tu vois, moi j'ai rencontré beaucoup de problèmes au fil des années. Justement, moi je suis plutôt sauterelle, j'ai des longs avant-bras, des longs fémurs, etc. Et donc à un moment, tu te dis pourquoi je peux pas faire comme mon voisin. Tu te dis je comprends pas. Le voisin il se met, lui tout est simple. Tu te dis oh là là putain c'est génial. Et toi t'essayes et ça veut pas. Ça ne veut pas. Tu fais tout ce qu'il faut et ça ne veut pas. Et c'est pour ça que souvent c'est les personnes les moins douées. Et comme la muscu est un sport d'apparence, bah voilà c'est dommage, mais en ce sens que c'est ceux qui sont les moins doués qui vont s'intéresser et plus comprendre. Et en général, quand tu es doué, bah, tu t'y intéresses moins. C'est pour ça que ça a mis vraiment très, très, très longtemps à arriver sur le devant de la scène. Même s'il y a Jean Texier en parlait déjà un petit peu, notamment dans Visa pour le bodybuilding, qui date de 1979. Ensuite, tu as eu Michael Gundil qui a fait un gros travail sur divers forums. Je me souviens où il mettait des photos, je raconte ça dans un de mes livres, où il nous mettait des photos et il disait ouais qu'est-ce que vous voyez là, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Il avait fait un gros travail d'éducation parce que lui aussi rencontrait certains problèmes de développement, bah, comme tout le monde. Et puis après, bah ouais, il m'a fallu des années après pour essayer de proposer en fait une codification, une méthode pour s'analyser, pour permettre à chacun bah, voilà, de se comprendre, de se dire voilà finalement pourquoi moi j'y arrive pas, sans que ce soit l'excuse à tout le monde doit pouvoir toucher les pectoraux développés couchés. Mais tout le monde ne doit pas, lorsqu'il commence à y avoir des poids suffisamment lourds, le faire s'il ne veut pas se blesser à terme. C'est ça le truc. Tout le monde doit pouvoir faire, si je reprends l'exemple de June tout à l'heure du squat, tout le monde doit pouvoir faire un squat, ou presque, sauf exception majeure, qui a mineure, voilà, à vide. Mais tout le monde ne doit pas faire du squat avec de lourdes charges, en essayant de progresser à fond, parce que ça peut mal finir. Voilà. Et déjà, ça finit mal déjà pour beaucoup, même qui sont faits pour. Donc, raison de plus pour être prudent, quoi. Ouais, et pour rebondir sur le fait que c'est quand on a des problèmes qu'on cherche des solutions, c'est ça, c'est que tu remarques d'ailleurs dans n'importe quelle activité, que ce soit dans les activités sportives, au niveau professionnel, au niveau psychologique ou quoi que ce soit, ceux qui atteignent un certain niveau d'excellence, entre guillemets, et qui perdurent dans leur activité, dans leur domaine, c'est souvent des gens qui n'avaient pas du tout des bonnes dispositions à la base et qui ont eu des obstacles et qui ont cherché à les passer. Et moi, c'est une impression, tu vas me confirmer ça, mais ceux qui sont vraiment bons dans leur domaine, c'est ceux qui justement n'étaient vraiment pas bons au départ et qui ont tout fait pour remonter la pente. Et ceux qui étaient, on va dire, à mi-parcours dès le début, c'est-à-dire des gens qui étaient à peu près bons dans tel type de domaine, ils n'ont aucune raison d'aller chercher de quoi se dépasser et ils n'atteignent jamais l'excellence. Ils se font dépasser par ceux qui étaient vraiment pas bons au départ. Oui, mais moi j'ai connu plein de types comme ça sur les forums super physiques qui étaient très très doués, mais vraiment incroyables, hein. On avait le même âge, quand j'avais 16-17 ans, les mecs me mettaient 30 ou 40 kilos en série de 10 au développé couché, et puis en fait ça les intéressait pas spécialement de eux, le truc, c'est pour ça que des fois on entend des conneries comme ça, entraîne-toi à fond, tu manges à fond et puis tu dors et puis tu vas te développer, etc. Non mais ça marche seulement quand t'es doué en fait. Et c'est vrai que si tu rencontres jamais de problème, jamais tu deviens un spécialiste. Parce que jamais tu te poses de questions vraiment très précises. Toi, j'ai une formation personnellement qui marche vraiment bien. C'est mon best-seller entre guillemets sur mon site. C'est la formation Super Épaule. Et pourquoi ? Parce que j'ai eu mal aux épaules à faire des conneries. Bah justement, à faire de l'OP couché super lourd avec vachement d'amplitude vu que je suis pas excessivement fait pour. À faire plein de mouvements que j'aurais pas dû faire. Et donc après, bah, ça te permet
d'apprendre un peu plus l'anatomie, de regarder, de lire des études, tu te formes, et après de trouver des solutions d'abord pour toi, parce que tu en as besoin de ces solutions, parce que ça, c'est ce qu'on dit pas aussi. C'est que quand on n'a jamais été blessé, en fait, on se dit dès qu'il m'arrive quelque chose, c'est bon. Surtout en France, on va nous dire voilà, c'est bon, tu vas aller voir le docteur, il y a la sécurité sociale, tu vas aller voir des spécialistes, ils vont pouvoir te soigner. Mais dans la plupart des cas, quand t'as pas un truc de cassé, qui est vraiment cassé, un os de cassé, en fait, t'as un truc où personne ne sait vraiment ce que tu as. Ils vont tenter des hypothèses. Vous avez peut-être ci, vous avez peut-être ça. Alors si c'est pas grand-chose, voilà, anti-inflammatoire, on va te filer quelques conneries, et puis ça va passer ni vu ni connu. Ça n'arrive que rarement. Mais sinon, tu vas garder une douleur pendant longtemps, peut-être même indéfiniment. La dernière fois, je lisais dans je sais plus quoi que t'as un tiers des sportifs qui se blessent, qui ne reviennent jamais à leur niveau. Un tiers des sportifs. Donc c'est assez énorme. Et donc, ça veut dire que tu dois pouvoir compter sur toi-même pour t'en sortir. Un peu comme dans la vie, en fait. C'est pour ça que j'aime bien la muscu aussi. C'est un bon reflet de la vie. C'est si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses les choses. Et là, c'est exactement ça, quoi. J'ai eu des douleurs aux épaules, ça a duré 2 ans. J'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai mis 2 ans à me former, à compiler, Ah oui, à mettre. c'est à toi d'aller chercher l'information, Voilà. à tester, comme tu dis. C'est à toi de t'en sortir. Et c'est vrai que si t'as pas de problème, en fait, jamais tu deviens bon dans un domaine. Alors après, est-ce qu'on préférait pas ne pas avoir de problème? Je sais pas. Je pense que c'est toujours pareil. Je laisserai les auditeurs décider, mais peut-être mieux vaut pas avoir de problème que des problèmes. Mais Ouais, c'est une question de point de vue. C'est sûr, ça dépend de l'intensité du problème. Si t'as jamais de problème, finalement, est-ce qu'il vaut mieux, t'as jamais rien à résoudre, devenir c'est un peu chiant aussi, quoi. champion olympique sans problème, ou mieux vaut rester niveau régional en étant spécialiste? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais bon, pour devenir champion olympique, je pense qu'il va y avoir d'autres types de problèmes qui vont arriver un petit peu plus haut, quoi. Bien sûr. Ou alors après, hein, on connaît tous ce qui arrive à surtout Ronnie après. Coleman, par exemple, tu vois. Non, mais là, c'est vraiment C'est l'extrême. que les problèmes arrivent après, quoi. Ronnie Coleman, pour ceux qui connaissent pas, bodybuilder professionnel, le plus titré de tous les Monsieur Olympia, etc., qui était un fervent défenseur un peu du no pain no gain, qui a fait des vidéos où il mettait 350 kilos au squat, 200, je crois que c'était 260 au squat avant, du soulevé de terre à presque 400, qui hurlait dans la salle, qui mettait des haltères de 90 kilos pour faire les pectoraux. Donc qui a abusé. J'invite tous ceux qui connaissent pas juste à taper Ronnie Coleman sur YouTube, juste pour voir le personnage. Voilà. Il va y avoir quelques vidéos comme ça où tu le vois pousser à la salle, c'est assez épique. Quand il faisait ces trucs, tout le monde disait mais c'est génial. On disait Ronnie Coleman, tu vois rien de ça. T'étais archi motivé quand on était jeune. On disait. Puis c'est vrai que maintenant il y a un documentaire qui est sorti. Moi je voyais un peu dans les salons comment ça se passait. Le type a des opérations partout. Il a le dos qui est. Quand j'ai vu, je sais pas si t'as vu le documentaire The King aussi. J'ai vu le documentaire, ouais, mais je me souviens plus exactement. Je sais que maintenant il a des plaques dans les hanches. Quand on voit l'IRM du bas du dos, ça fait hyper peur. Hein. On voit que le type, il est sous morphine toute la journée, il a plus de disque, il peut pas bouger. Il y a plus de disque. Les vertèbres c'est tellement écrasé qu'elles ont glissé un peu vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Mais il a eu son heure de gloire et après, je sais pas. Tu vois, si on lui demandait aujourd'hui, et s'il aurait mieux fallu que ce soit pas Monsieur Olympia, donc le meilleur de tous les bodybuilders, etc., pendant des années, et puis qu'aujourd'hui tu puisses marcher tranquille, que tout aille bien, qu'est-ce qu'il choisirait, tu vois? Ça, je sais pas, ça franchement, faudrait lui poser la question. Parce que tu le vois encore aujourd'hui, je crois que c'est il continue à s'entraîner, enfin il fait ce qu'il peut évidemment, mais dans le documentaire, c'est même son médecin, il me semble, qui lui déconseille même pas de plus aller s'entraîner parce qu'il a ça dans le sang et que c'est un petit peu le truc qui l'anime. Si son médecin lui dit d'arrêter de s'entraîner, déjà il y a une chance qu'il continue à s'entraîner, ou sinon s'il arrête, c'est qu'il finit en dépression, qu'il a plus sa vie a plus de sens, quoi. Ouais, là c'est qu'il est tombé dedans, donc après je sais pas qu'est-ce qui est le mieux ou pas, mais après de toute façon c'est pareil, hein. J'ai tendance à penser qu'on suit la vie, on suit où elle nous emmène, et puis de toute façon on peut pas faire autrement, quoi. Donc c'est des questions un peu philosophiques, quoi. Pour revenir un petit peu sur la morphoanatomie, j'avais une petite question que je m'étais notée. Est-ce que tu as des anecdotes ou un exemple? Comment tu t'es aperçu qu'il y avait des différences de morphologie? Alors tu m'as dit que
Gundy il avait commencé à parler un peu de morphologie. Mince, je me souviens plus. Jean Texier avant. Jean Texier, voilà, Jean Texier qui avait commencé un petit peu. Je t'avais déjà entendu dans les podcasts dire qu'il y avait déjà les prémices de la morphoanatomie. Comment toi, t'as commencé à t'apercevoir les différences de longueur osseuse et différences d'insertion? C'est venu. T'as eu un déclic ou pas? Encore une fois, le problème part de moi en fait. Moi, pendant des années en fait. Donc j'avais commencé par la force athlétique et puis je faisais squat, soulevé de terre et puis en fait je crois que j'avais 17 ans, je préparais le championnat de France de force athlétique. Donc à l'époque c'était beaucoup moins populaire que maintenant chez les jeunes. Hein. Et je sais pas, un coup je me filme et je me vois, mon mouvement au soulevé de terre était horrible, mais horrible. Le dos rond, vraiment affreux. Et moi je me sentais bien, je me disais je suis bien placé, j'avais l'impression de me placer, tout allait bien, etc. Et là quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible et tout. Alors après j'étais proche de la compétition, donc après j'avais flippé pour la compétition. Je dis putain, je vais me blesser, c'était affreux. Et en fait, après j'essayais de me placer, tu vois, j'essayais vraiment de me placer au soulevé de terre et tout, et je voyais que quand la barre était à la hauteur réglementaire, 22,5 cm de mémoire, et ben en fait je ne pouvais pas cambrer le bas du dos. Je ne pouvais pas. Il y a un truc qui n'allait pas. J'arrivais pas. J'avais les jambes trop longues comparé à mes bras, où il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne pouvais pas me mettre en fait. Et je voyais en compétition de force, par contre, des types qui eux pliaient à peine les genoux, ils avaient la barre dans les mains quoi, et ils étaient placés forcément. Si t'as la barre juste à mi-tibia et puis que t'es cambré, cassant, t'as même pas besoin de forcer quoi. Et je disais putain c'est bizarre. Tu vois donc déjà à 17 ans je me disais putain il y a un truc pas normal. Je me dis pourquoi moi j'y arrive pas quoi. Et après je faisais du squat aussi. Et squat je sentais que je sais pas, il y avait un truc bizarre. Je prenais pas des cuisses comme les types. Je voyais plein de mecs sur les forums même en salle qui faisaient je sais pas des séries de 10 à 100 kilos, et puis ils avaient des cuisses énormes, les gars. Vraiment, ils avaient des bonnes cuisses. Ils étaient. Puis moi, je faisais à l'époque, j'avais fait 160. J'avais fait des séries de 12 à 120 à la salle, propre et tout, rien de. Et j'avais pas de cuisses, quoi. Et je disais, putain, c'est pas possible. Et par contre, j'avais, à chaque fois le lendemain, des courbatures aux fessiers, aux adducteurs, mais vraiment paralysantes, quoi. Vraiment. Et je me disais, c'est bizarre, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, je regardais ce que faisaient les mecs. Donc je te dis, au soulevé de terre, je voyais des gars, ils fléchissaient à peine les jambes, ils avaient la barre en main, comme Lucien de Faria par exemple, ou aujourd'hui Hassan El Beghiti, qui a aussi une technique exemplaire, qui a vraiment beaucoup travaillé dessus. Et puis je voyais des types pareil au squat, les mecs descendaient hyper droit. Je voyais, ils explosaient en fait. T'as l'impression qu'ils n'avaient pas de trajet, rien. Et je sais pas, et moi je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Je voyais à côté d'eux. Donc j'avais plus de trajet parce que j'étais plus grand. Donc on avait déjà ces notions de trajet en fait. Ah oui, t'es plus grand donc t'as plus de trajet. On n'avait pas encore ces trucs de longueur de segment. Et je voyais en fait. Et ouais, je voyais que moi j'y arrivais pas et je comprenais pas parce que tout le monde disait voilà c'est l'exercice qu'il faut faire, c'est facile, etc. C'était pas facile. Et je m'étirais comme un malade pour que ça vienne, les chevilles, tout. Franchement. Pendant des années, j'ai forcé, et ça venait pas. Ça ne venait pas. J'étais plus souple, c'est sûr, j'étais un peu plus souple. Alors, j'ai jamais été le plus souple, mais j'étais assez souple, à chaud, nickel, mais ça n'allait pas. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressé. J'ai commencé à me dire, mais attends, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Et voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu t'en es rendu compte le jour où tu t'es dit mais tiens mais il a des plus longs bras, il arrive à descendre, il arrive à choper la barre plus bas alors qu'il se penche moins, donc c'est pour ça. Est-ce qu'à un moment donné tu l'as vu comme ça le truc? Ouais. Et c'est là où ça peut-être tout a découlé comme ça. Ouais, à un moment je l'ai vu comme ça. En fait, tu vois, il y avait déjà des prémices comme ça parce que quand on voyait Lucien de Faria, donc qui était un champion français, qui faisait le soulevé de terre, on voyait bien qu'il avait des longs bras vraiment monstrueux. Nous on avait un mec sur le forum qui s'appelait j'ai plus son nom exact, mais son pseudo c'était, je crois que c'était Lépinoche, voilà, il s'appelait Lépinoche sur les forums. Et pareil, il était très très fort au soulevé de terre. C'était un type qui faisait moins de 67 kilos et qui faisait presque 300 au soulevé de terre. Et on se disait c'est incroyable et tout. Et tu vois, il y avait pas mal de trucs qui disaient, à l'époque c'était un peu ça qui était raconté. C'était ouais, il y a des exercices. On disait la force, c'est pas le muscle. On peut être très fort sur un exo et puis ne pas avoir de muscle en conséquence. Et tu vois, on disait, voilà, c'est juste comme ça, c'est l'exercice en question, etc. Et la vérité, c'est plutôt que quand tu es fait pour un exercice vraiment énormément, là, le soulevé de terre en plus, c'est un bon exemple, quand tu es vraiment fait pour, tu as des jambes pas très longues et puis des bras très longs, ouais. Ah là, tu peux mettre des lourdes charges et c'est pas du tout relié
au développement de la masse musculaire et à une certaine masse musculaire. Donc ouais, quand je voyais ces types-là à côté de moi, j'étais, tu sais, on se mettait à côté et moi j'essayais de faire le même truc et ça n'allait pas en fait. Moi, je prends la barre, elle est aux chevilles en fait. Pour de vrai, elle est aux chevilles. Donc faut que je me plie en deux pour attraper la barre. Donc ouais, en fait, je l'ai vu progressivement. J'ai vu le truc et pareil après au développé couché, j'ai vu des types. Je me souviens de mon pote Gilles qui a la salle à Villenois. Je me souviens, il s'est développé couché, et puis progressivement, il a vraiment progressé alors qu'il était en dessous de moi. Et puis j'ai vu en fait, d'un coup, il arrivait à bien sortir la cage et puis ses bras, il avait les bras beaucoup plus courts quoi. Et peut-être il avait beaucoup moins de trajet quoi. Beaucoup. Ouais, le mec fait 20 cm de moins de trajet, ça fait un paquet de poids en plus que tu peux mettre, et en plus du levier de facilité. Mais même des fois, il suffit de moins. Pour ceux qui n'ont jamais testé, si vous voulez développer couché, vous mettez une petite mousse ou un fat grips. Moi, je fais souvent tester avec un fat grips. Donc, peut-être le premier est un peu léger, mais ça suffira. Ça enlève 1,5 cm. Vous le mettez sur la barre, vous faites développer couché après avec. Vous allez voir, c'est complètement différent en fait. C'est incroyable la différence. On se rend pas compte. Ça se joue à 5 cm près en fait. Hein. Moi, je le ressens énormément sur les exercices d'épaule. Alors, je fais un peu de développé épaule, mais bon, au niveau où je suis, je risque pas trop de me faire mal. Mais tu vois, là, depuis un certain temps, j'essaie de descendre un petit peu plus bas, d'avoir l'haltère qui touche légèrement le haut de l'acromion, là, juste pour avoir cette espèce de repère. De repère, voilà. Et ben, comparativement à avant, où je descendais un peu moins, mais il s'agit vraiment de quoi, 2-3 cm, ça fait une différence énorme le fait de descendre. Alors déjà il y a un plus gros étirement, mais surtout que c'est beaucoup plus dur que si je descendais un petit peu moins, parce que j'ai les avant-bras longs aussi, en fait, et ça fait une différence de folie, de 2 cm, c'est la folie. Ça peut te faire perdre ou gagner facilement 2,5 kg par haltère quoi, sur une série de 8 ou 10. Ah ouais, et tu sens en plus, on arrive à sentir avec l'expérience, à force de s'entraîner, quand il y a trop d'amplitude. On sent qu'il y a un moment, tu sais, tu casses, il y a comme si tu cassais un angle et d'un coup ça va plus. D'un coup tu sens que tu as perdu ta force. Au développé couché, en général, sur l'exercice de développé, cette cassure elle se produit quand tu as les bras qui descendent sous les 90. Donc au couché, au développé couché, on voit que les meilleurs, ils ont le bras qui est perpendiculaire au sol en bas. Qui est parallèle au sol. Quasiment aucun étirement. Et toi, tu descends un peu plus bas et tu sens que tu perds de la force en fait. Tu sens que voilà, tu sens que c'est là. Il y a la cassure. Donc ouais. Et est-ce que t'as remarqué justement que ceux qui ont les bras longs comme ça, ils ont plus de mal à, c'est-à-dire qu'ils vont stagner sur le bas du mouvement ou plus sur le haut. Enfin, en gros, c'est parce que le moment où on est le plus faible, c'est en étirement, c'est en bas. Et quand tu vas arriver à l'échec, c'est souvent parce que tu n'arrives plus à décoller la barre d'en bas plutôt que à terminer le mouvement quand tu es sur le triceps. C'est un peu technique. Ouais, après ça. On parle là. Après, ça dépend un peu des morpho-anatomies. Faut relier ça pour moi avec l'analyse musculaire parce que je vais donner quelques exemples. Par exemple, les femmes, la plupart des femmes ont beaucoup moins de potentiel à développer leurs pectoraux. Elles ont un plus gros potentiel. On voit plus de femmes avec des grosses épaules et des gros triceps. Donc c'est assez logique. Et donc elles, quand elles font le mouvement, qu'elles aient des longs bras ou pas de longs bras, on voit que en bas du mouvement, en fait, comme il n'y a pas de pec, elles ont du mal à décoller, tu vois. Elles coincent en bas. Si ça passe en bas c'est dur et d'un coup après, hop, ça part. Après, chez les hommes, si t'es fait pour les pectoraux, t'as les pectoraux longs et larges, etc. Malgré le fait que t'as une petite cage thoracique entre guillemets qui soit plutôt plate et des longs bras, si on reprend notre exemple, tu peux réussir à décoller. Mais après, tu vas coincer parce qu'en général, si t'es fait pour les pecs, t'es moins fait pour les triceps. C'est rare d'avoir pecs et triceps en même temps, en point fort en tout cas. Donc, par contre, si effectivement t'es pas fait pour les pecs, t'es fait pour les épaules et les triceps, comme les femmes, en bas, et que t'es pas fait pour d'un point de vue osseux, tu vas coincer en bas. C'est sûr que. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec certaines classifications, notamment qui disent, voilà, si tu fais X répétitions. À tel pourcentage, tu as plus de fibres rapides, ou si tu en fais X, Y, tu es plus fibre lente, tu vois, qui essaye de définir ta myotypologie par rapport au nombre de répétitions que tu fais à un certain pourcentage, parce qu'en fait, ça dépend énormément de ta morpho-anatomie, en fait. On voit bien, là je reprends l'exemple, que les femmes au développé couché font beaucoup plus de répétitions à un pourcentage donné de leur maxi, de leur RM, que la majorité des hommes, et pourtant,
Ça veut pas dire qu'elles ont plus de fibres, c'est juste qu'elles ont pas de pec en fait sur le principe en fait. Et donc quand il y a pas de muscle, il y a moins de muscles, tu peux pas tirer de conclusion comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec ces formules là parce que pour moi ça veut tout et rien dire en fait. Tu peux pas faire des. Et en plus surtout que cette myotypologie, j'y arrive un petit peu, elle est différente pour chaque muscle. Tu peux pas. Tu peux être très. Je donne un exemple à la con, mais tu peux être très explosif du bas du corps par exemple, parce qu'en plus tu as un bon levier, voilà. Et tu peux être très lent du haut du corps parce que tu as les mauvais leviers et tu n'as pas les bonnes longueurs musculaires. Donc, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Ah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu parlais tout à l'heure de la formation Super Épaule que tu as fait, qui a rencontré un certain succès et que tu as sorti toi parce que tu avais eu des problèmes justement qui t'avaient amené à trouver des solutions pour les résoudre. Est-ce que toi tu as eu des blessures particulières que tu as diagnostiqué par imagerie ou par médecin, ou que toi-même tu as auto-diagnostiqué, en gardant le terme entre parenthèses? En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est assez drôle. La première fois où tu as une douleur, tu te dis c'est bon, j'allais voir le docteur, il va savoir ce que j'ai, il va savoir me soigner, tout va aller. Et donc l'histoire de l'épaule, en fait, j'ai eu 2 trucs qui m'ont vraiment poussé à développer mes formations, muscle par muscle, après la formation super physique. C'est que donc j'ai eu mal à l'épaule. On était en 2012, c'est là où j'étais le plus fort et j'ai commencé à avoir mal. Et en fait, donc j'ai fait des examens, des imageries, etc. Et il y avait rien dessus, rien. Donc, à quel endroit tu avais mal? Avec le recul, je sais que c'était le long biceps, mais ok, donc c'était un petit peu le devant, l'avant de l'épaule. Donc en fait, je sentais que ça me déstabilisait, ça n'allait pas. Enfin bon. Et donc les examens, échographie rien, IRM rien, etc. Alors après, il faut voir que ce sont des examens qui sont réalisés en statique et pas en dynamique. Donc en statique, quand on est bras le long du corps, forcément tout peut aller bien. Et puis c'est quand on bouge, on voit qu'il y a un problème mécanique. Et en fait, le problème était un peu des deux. Donc tu vois, j'ai eu ce truc-là pendant 2 ans. Donc là, personne ne trouvait. Et en même temps, genre 1 an après, j'ai commencé à avoir 2 tendinites d'insertion, comme on dit, des anthésopathies au niveau des ischios, au niveau donc de l'insertion sur l'ischion. Et là, pareil, je passais les examens, donc IRM, échographie, tout ça, rien de rien, quoi. Vraiment. Et à ce moment-là, aucun médecin t'avait dit, tiens, c'est peut-être le tendon parce que tu fais trop de ce mouvement ou parce qu'il est trop sursollicité. Vraiment des trucs déjà rien qu'à la con, quoi, des trucs basiques. Non, on me disait, voilà, il y avait des hypothèses, voilà, c'est le sous-épineux, ou c'est l'infraépineux, ou c'est le long biceps, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez rien sur l'imagerie, donc on peut pas infiltrer, donc on peut rien faire. Donc tu vois. Donc repos et bonne chance. Voilà, c'est ça, un peu anti-inflammatoire, repos, bonne chance, voilà, c'est un peu ça. Et donc toi, t'es là avec ton truc, etc. Et pareil, les anthésopathies, je me souviens aux ischios, qui ont duré 2-3 ans. Bah ouais, en fait, je pouvais plus faire de squat, donc c'était un mal pour un bien, mais et je sentais, ça me balançait des décharges en fait. Je sentais que c'était pas bon. Donc j'avais fait IRM du dos, tout allait bien. Et donc non, en fait, quand t'es dans ce cas-là, en fait, t'es obligé de trouver toi-même les solutions, quoi. T'es obligé de se dire alors, est-ce que c'est la façon dont je fais les exercices? Donc là, tu t'intéresses aux exercices, la technique, la bonne technique, la mauvaise technique, etc. Donc tu vois, c'est un peu le plan de mes formations, muscle par muscle. C'est ça, c'est voilà. Déjà, est-ce qu'on fait bien les exercices? Si on les fait mal, bon c'est normal qu'on se nique, surtout par rapport à sa morphoanatomie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se blesser? Alors, comment on construit son programme par rapport à soi, etc. Comment on progresse de séance en séance? Et puis après, comment on guérit si on est blessé? Donc si on a ça. Donc pour toutes les blessures que j'ai eues, c'est assez simple, hein, parce que j'ai dû me guérir tout seul. Et puis après, à partir de là, avant de sortir des formations, je faisais pas un appel à la cobaye, mais j'ai toujours parmi mes élèves des gens qui ont des douleurs, des blessures, des trucs comme ça que j'avais déjà eu. Et donc après, il suffit de faire tester et puis de valider le truc. Puis voilà. Tu vois, la dernière fois, j'étais à un congrès de kiné il y a 2-3 semaines sur Annecy. Et il y a un kiné qui vient me voir, il me dit grâce à ta formation super épaule, j'ai guéri mon épaule. Et je dis je dis c'est cool. Je dis je sais qu'elle marche. Je vois bien tous les témoignages, mais et en fait quand t'as un truc, là j'ai une connaissance aussi qui a un truc à l'épaule. Il a une légère une déchirure dans le sus-épineux, je sais plus combien de millimètres. Et donc ça lui fait vraiment mal, sauf que tout le monde lui dit non mais c'est pas assez gros pour opérer. Débrouillez-vous en fait, débrouillez-vous. Ouais, c'est souvent ça quoi, tant que c'est pas tant que c'est pas arraché. Chirurgicalement, il y a pas grand-chose à faire. Voilà, tant que c'est pas arraché, c'est pas bon, donc tu es obligé de devenir spécialiste. Et c'est donc soit il se l'arrache, soit il continue comme un bœuf et puis il se l'arrache. De toute façon, il se l'arrache.
Et s'il se l'arrache, de toute façon, il y a peu de chances qu'il revienne complètement à fond après. Il va revenir à 90-95%, ce qui sera déjà voilà. Ou sinon, il fait plus rien. Et puis il attend que l'âge, les années fassent son effet pour que ça s'arrache aussi de toute façon. donc comme ça. Ouais, c'est ça. Ou alors il essaye, je sais pas, peut-être que tu l'as conseillé ça, de renforcer l'infra, de renforcer peut-être, je sais pas, le deltoïde postérieur pour essayer d'avoir de mieux tenir l'épaule. Que son épaule que tout soit bien tenu en essayant de débarrasser le plus possible de tension au niveau du tendon du supraépineux. Ouais, mais là c'est un copain qui fait c'est un copain qui fait du kayak en fait. Donc le kayak, t'as les épaules hautes tout le temps. Donc c'est plutôt donc, ça vient frotter tout le temps. Ouais, ça vient frotter tout le temps. Donc là c'est une blessure courante en fait au kayak. Ok, aujourd'hui, toi, tu t'es remis entièrement de tes blessures là en ce qui concerne. Donc, si j'ai bien compris, tu as eu deux gros antécédents qui sont l'épaule et l'ischio. En fait, aujourd'hui, t'as plus rien. En fait, il faut pas être con. Là, j'en parlais justement dans ma formation en ligne là. J'ai fait une vidéo exprès pour dire faut pas être con. En fait, si je veux pas avoir de douleur, etc., j'ai juste à m'entraîner correctement en faisant des mouvements qui me correspondent, en prenant soin de moi, cas basique en fait. À s'entraîner en préventif en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si je fais ça, je suis en béton en fait. Pas de douleur, rien. Maintenant, si je fais le con, oui, je le sens. Je le sens qu'en 2-3 séances, il y a un truc qui va pas. Je sens que voilà. Ouais. Et puis plus tu vieillis, plus tu t'intéresses à la prévention, à essayer de durer. Ça, c'est ce que tu as souvent répété avec Fabrice sur ton podcast. Et moi, c'est ce que je remarque de plus en plus sur ces dernières années, c'est-à-dire que je vais beaucoup moins faire du sport dans l'optique de performer, mais plutôt de durer et de me dire que, tu vois, dans 10 ans, je serai peut-être j'aurai toujours la même forme, quoi. Ouais, mais ça c'est dur, tu vois. Toujours sans blessure. C'est quelque chose qui est dur pour moi encore, parce que j'ai toujours eu cette notion du progrès, de toujours faire plus, de faire mieux, etc. Et c'est difficile pour moi, en fait, de me dire ok, je pense à l'avenir, à pas me blesser, etc. Mais j'ai toujours envie de progresser, quoi. Tu vois, même si je fais des exercices qui me correspondent, qui me provoquent pas de mauvaises douleurs entre guillemets, je force, plus ou moins. Mais j'essaye de progresser toujours. Et on sait très bien que toujours chercher à progresser, ne pas savoir se contenter, à un moment, ça se paye, quoi. Donc j'ai pas encore ce truc comme Fabrice A, parce que lui, il a 40 ans. Il va avoir 40 ans très prochainement, de me dire si j'ai cette forme-là dans 10 ans, dans 15 ans, etc., je serais content. En fait, le contentement, pour l'instant, je suis peut-être encore un peu jeune pour ça, j'ai du mal, quoi. Toi, t'es un peu plus jeune, tu arrives en fait à te dire voilà, c'est juste pour la santé, pour être bien. En fait, ça dépend des périodes, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis et peut-être par quoi je me fais influencer au quotidien. Mais il y a certains moments, je vais avoir envie de progresser, d'exploser, de casser des paliers, etc. Et je sais pas, peut-être quand je prends du recul sur certaines choses, je sais pas, quand je vais regarder, quand je vais tomber sur une émission, sur un film ou quoi que ce soit, ou que je vois, ou même moi dans ma patientèle, quand je vois des gens qui sont blessés ou alors qui n'ont pas une grosse forme à tel âge, etc. Là, je vais prendre du recul et je vais plutôt voir ma pratique sportive comme être en meilleure forme le plus longtemps possible. Ça va vraiment dépendre de l'état mental du moment, c'est particulier. Ouais, je vois bien le truc. Moi aussi, des fois, je me dis ça, et puis en fait, dès que je suis à la salle... t'as envie d'envoyer. J'oublie tout ça, quoi. Je me dis, mais non, mais j'attends. Parce que moi, je sais pas m'entraîner rapidement, en fait. Donc, entre vouloir me maintenir et faire une séance pour progresser, c'est pas la même durée, c'est pas la même séance. Si je voulais me maintenir, pour moi, je ferais 3 fois 1 heure par semaine et puis ce serait réglé. Et en fait, moi, je vois bien le temps que j'y passe. Dernière fois, je faisais une séance, il y a Arnaud qui était là, donc mon associé sur une autre société que j'ai, et il me dit, mais attends, il me dit, pourquoi t'en fais autant? Il me dit, tu te dépouilles, c'est très bien que tu vas plus prendre, etc. En fait, c'est plus fort que moi, quoi. Mais bon, il a ouais, et puis si tu commences à te dire ça pour tout, je veux dire, tu fais plus rien non plus, parce que non, mais c'est de l'énergie. Ça a plus grand intérêt, quoi. C'est de l'énergie qui pourrait être consacrée ailleurs. Il a raison de son principe, mais en même temps, je sais pas, moi, j'adore, comme on disait tout à l'heure, j'adore m'entraîner. Et même si les progrès aujourd'hui se font difficiles, j'ai toujours cette satisfaction d'une bonne séance, en fait. Donc. C'est ça. Juste pour conclure sur cette petite partie là, ça rejoint, je m'étais noté ça,
Ça rejoint un des commandements finalement de Superphysique. Ton corps, ta santé, tu respecteras. C'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup, enfin peut-être de plus en plus, mais en tout cas dans la musculation, on l'entend pas beaucoup. Et tu l'avais déjà mis en commandement dès les débuts. Et ça rejoint totalement ce qu'on dit là, essayer de trouver le bon compromis entre la progression, s'adapter à sa propre morpho-anatomie, mais en même temps ne pas faire le con, ne pas se blesser, quoi. Ouais, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que il y a un moment où la performance n'est pas corrélée à la santé. Au début, quand tu débutes, bah oui, tu prends un peu de force, tu prends un peu de muscle, tu perds un peu de gras, etc., en fonction de l'objectif et de comment on est. Donc c'est bien, pour ta santé, c'est bien. Et il y a un moment, dès que tu tombes dans la performance, l'optimisation, etc., tu vois, hier, je parlais de nutrition avec Lucas, un jeune que j'héberge actuellement à la Villa Superphysique. Et on parlait de manger 3500, 4000 calories, etc. pour la santé. Et je lui disais, tu vois bien, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Pour la santé, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est néfaste. Et il me dit, ouais, mais on fait de la muscu, on fait quand même ça, on essaye de faire ça sainement, de manger sainement, etc. Je dis, ouais, mais là, c'est sûr qu'on mange trop. C'est sûr qu'on mange trop pour la santé, etc. Donc, c'est difficile, en fait. Dès que tu veux performer dans un domaine, en fait, c'est l'excès. C'est l'excès. C'est l'extrême performance. Qu'à l'extrême performance, on va peut-être pas dire ça à notre niveau, mais je pense que les gens comprennent l'idée. Mais ouais, c'est difficile en fait. Parce que comme tu dis, après, pour moi, ça n'a pas la même saveur en fait. Si tu t'entraînes, si tu fais une activité sans vouloir chercher à progresser, juste pour te maintenir. Oui, l'activité en elle-même est plaisante, mais pour moi, il manque ce petit truc qui fait que c'est épanouissant, que tu as la récompense en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Pour basculer un peu sur notre sujet, mais qui reste quand même assez proche, c'est que tu parles de plus en plus d'endurance, surtout sur les podcasts Superphysique avec Fabrice, qui est un endurant, enfin qui aime bien l'endurance. Ouais, qui est plus fait pour les longues durées. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc qui revient de plus en plus, que tu disais toi-même que tu t'intéressais beaucoup moins il y a quelques années. Et est-ce que depuis que tu t'intéresses à améliorer ton endurance, tu as remarqué qu'il y avait un impact positif sur ta progression musculaire ou ta condition physique, alors pas sur l'endurance, puisque si tu travailles l'endurance, tu t'améliores en endurance, mais si le fait de travailler l'endurance améliore peut-être tes performances ou tes exercices en musculation? En fait, je me rends surtout compte, grâce à ce travail en endurance, voilà, on met tous les efforts un peu cardio là-dedans, donc tout ce qui est endurance de base, fondamentale, fractionnée, etc. On va tout mettre dans le mot endurance, mais je me rends compte que la muscu, c'est pas très fatigant. Je me rends compte que finalement, une séance de muscu, bon, c'est... En fait, avant, je me rendais pas compte. Avant, tu vois, je me souviens de 2012-2013, quand je suis arrivé sur Annecy, des fois, je faisais une séance, genre une séance de dos, même une séance de cuisse, pour dire les plus grosses, puis je rentrais après, j'étais fatigué, quoi. Je disais, oh putain, je suis mort et tout, ça me crevait pour 1 ou 2 jours. C'est un peu léthargique, quoi, après. Maintenant, je fais la séance et je me dis, putain, mais je dis, c'est... Je me dis, ah non, mais je dis, on fait rien en muscu, en fait. Donc après, je me suis intéressé. Et ça, c'est depuis quand, en fait? Ça fait un petit moment, parce que j'ai commencé, entre guillemets, à faire du kayak en 2014. Il y avait un copain qui m'y avait initié, etc. Au début, j'étais pas trop motivé, et puis après, j'avais regardé des vidéos, j'avais dit, ah bah tiens, ça a l'air cool, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est du kayak un peu de course en ligne, donc pour ceux qui veulent regarder, sauf que moi, je suis pas encore assez bon pour être en kayak de course en ligne, donc j'ai un kayak intermédiaire. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai bien vu que les séances de kayak étaient beaucoup plus fatigantes, même quand je faisais une petite promenade en kayak, qu'une séance de muscu. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. Mais c'est fou, quoi. Et en fait, ouais, je sens la différence. Comme j'avais déjà expliqué dans un de mes tout premiers podcasts sur Leadercast, donc mon autre podcast, donc j'ai un podcast Superphysique pour ceux qui nous écoutent, qui est vraiment musculation, etc. Et j'ai un autre qui est plus entrepreneuriat, développement personnel, etc. Plus sur l'épanouissement, le bonheur. Je mettrai les liens dans la description. Voilà. Et dans un des premiers épisodes, j'avais fait un comparatif entre l'athlétisme que je faisais quand j'étais gamin et la muscu, en disant que l'athlétisme, mais c'était hyper dur, l'entraînement. Franchement, ça n'avait rien à voir avec la muscu. Avec la muscu, finalement, c'était un truc un peu feignant. C'était un truc, fallait pas se prendre pour un guerrier comme on le voit tout le temps, pour un surhomme, parce qu'on faisait de la muscu. Après, voilà, quand je faisais pas du tout de cardio, j'avais l'impression que c'était super dur. Et maintenant,
j'ai pas l'impression oui, c'est dur, faut forcer, faut s'énerver, mais c'est court. Tu craches pas tes poumons, t'es pas allongé par terre. L'année dernière, j'ai fait du rameur un peu plus intensivement pour préparer les Super Physique Games, une compétition que j'organise pour essayer de progresser, etc. Donc j'ai bien progressé. Et non, mais le rameur, j'y allais à reculons en fait. Je voulais pas faire ma séance. Ah oui, je voulais pas le faire. C'est une horreur. Je voulais pas le faire. Je faisais des séries des 10 fois 300 mètres, mais j'étais allongé par terre à la fin. Ma journée était morte en fait après ça. Alors après, quand je faisais une séance sans rameur, je me disais, c'est la rigolade. Je me disais, bon, allez. Et je suis assez d'accord. Les premières fois où j'ai fait 10 fois 200, hein, c'est même pas 10 fois 300. C'est la rigolade, ça. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait le défibrillateur à côté, sinon j'allais pas m'en sortir. Non, mais c'est là qu'on se rend compte. Alors après, sur la récup générale, j'étais assez curieux en fait de me dire, en fait, je dois avoir un cardio vraiment pourri, je dois vraiment pas être bon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant plein de tests, etc., avec un cardio-fréquence-mètre, comme je disais à Fabrice, que mon cœur battait déjà très très bas au repos, que mon cœur montait pas si facilement, mais montait si je faisais un vrai effort, que pour les petits efforts, ça montait pas, et qu'en plus il redescendait vite. Donc en fait, que mon cœur était déjà en forme, quoi. Sans que. Mais après, comme je pense que comment, je sais pas si on peut dire la VMA, je vais extrapoler un peu, la vitesse maximale aérobie, mais c'est pas ça, mais l'endurance est assez locale en fait. On peut être si on fait de la course à pied, voilà, on va être très endurant du bas du corps, on va avoir un bon cœur évidemment, mais très endurant du bas du corps, sans forcément être endurant du haut du corps. En fait, je me rends compte que faut vraiment, si tu veux être endurant de partout avec la muscu, parce que la muscu c'est de la localisation. Tu entraînes tes muscles en série plutôt courte, donc tu perds de l'endurance. En fait, t'as pas les capillaires, t'as pas les mitochondries, ta cellule en fait, c'est comme si elle respirait mal. Et donc tu congestionnes super vite. En fait, pour être endurant, faut vraiment tout entraîner, quoi. Et donc c'est pour ça que quand je fais de l'endurance générale, comme maintenant, j'ai pas l'impression que ça m'aide particulièrement pour la muscu, pour la récup ou quoi, parce que c'est trop local en fait. Tu vois, si je fais du vélo, c'est que l'endurance du haut. Si je fais du kayak, c'est surtout le haut du corps. Voilà, c'est plus le dos, tout ça, etc. Donc ouais, ça m'aide. Tu vois, en ce moment, je fais pas mal de vélo pour justement progresser un peu au rameur, etc. Je vois que quand je fais les cuisses, je congestionne moins qu'avant. Voilà, je vois que je congestionne moins qu'avant. Je vois que quand je fais le dos, vu que je fais beaucoup de kayak en ce moment, je congestionne un peu moins du dos. Tu vois, j'ai moins cette sensation que certains ont peut-être qui nous écoutent de super gonflement où tu es paralysé par la congestion. En fait, ça, je l'ai beaucoup moins. Ouais, t'es en train d'habituer, là, j'avais entendu ça, là, t'es en train d'habituer tes groupes musculaires à la résistance à l'effort longue. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que je développe beaucoup de mitochondries, beaucoup de capillaires, et donc mes muscles sont mieux irrigués, mes cellules respirent mieux, et donc en fait, j'ai plus ce truc d'engorgement, d'impression qu'en fait, tes muscles vont exploser. Même les biceps, je vois quand je les fais, ouais, ça gonfle, mais comparativement à avant, quand je faisais pas beaucoup de kayak ou pas beaucoup de rameur, en fait, je faisais une série, j'étais carbonisé, quoi. J'étais prêt à gonfler, ça gonflait, ça faisait mal même. Hein. J'ai l'impression que ça allait exploser, quoi, que ça respirait pas. Et finalement, maintenant, avec tout ce travail cardio localisé, j'ai plus ça en fait. Je fais ma série, ouais, ça gonfle, je vois, etc. Mais j'ai plus ce truc d'explosion en fait. J'ai plus ça en fait. Donc d'un côté, c'est frustrant parce que la muscu, t'es content, surtout quand t'es gamin et tout, t'es jeune, d'avoir ce truc, t'as l'impression que tu vas exploser, tu te sens invincible. Et là, je l'ai plus. Donc c'est vraiment, c'est troublant, tu vois, psychologiquement, t'as plus ce truc. Avant, c'était un repère un peu d'une bonne séance. Tu te disais, j'ai fait une super séance, je suis prêt à exploser. Là, j'ai plus ça. Je l'ai plus. Ok. Et il y a quelqu'un qui voudrait améliorer son endurance de manière générale. Alors, si j'ai bien compris, est-ce que c'est qu'il faudrait qu'il améliore son endurance fondamentale, c'est ça ? Ouais, on a fait un podcast spécial avec Cédric, qui est un membre du Super Physique Gym, qui est en équipe de France de ski de fond, qui est préparateur physique pour le haut niveau de base, mais également pour celui qui débuterait, etc. Mais en fait, voilà, la base, c'est de développer son endurance fondamentale, c'est-à-dire d'être aux alentours de 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Si vous la connaissez pas, il y a des tests à faire. Bon, ils sont pas. Vous allez finir par terre, quoi. D'ailleurs, il y a Jérôme hier, je pense qu'il nous écoutera, qui est membre de la formation Super Physique, qui nous a dit que après un 10 x 300 mètres, il était à sa FC max.
Donc, si vous faites un 10 x 300 mètres au rameur, les 3 derniers, il était à fréquence max. Donc, c'est assez facile. Donc, à 70%. Après, on peut estimer, etc. Mais c'est mieux d'avoir une vraie valeur. Mais voilà, en fait, c'est l'endurance fondamentale. C'est un effort. C'est pas de la marche, en général. C'est un effort qui demande quand même un petit effort, mais dans lequel on peut parler. On est un peu essoufflé. On peut aligner 5, 6, 7, 8 mots, mais pas plus avant de reprendre un peu sa respiration. Donc, en général, c'est ça. Voilà. Et il faut surtout pas que ça brûle dans les muscles. Voilà, sinon, mieux vaut ralentir. Ça veut dire que on n'a pas, d'un point de vue local, le système approprié pour tenir cette résistance, cet effort. Donc, c'est de l'endurance fondamentale. Et ça, il faudrait le tenir pendant combien de temps sur une séance? Et d'après ce que tu penses, combien de fois par semaine après, à partir de combien de semaines il y a vraiment, tu vois une grande amélioration sur ta fréquence cardiaque, sur ta résistance? Après, je suis pas le meilleur spécialiste sur le sujet, je préfère le dire d'avance. Ouais, non, mais je sais, mais comme tu t'intéresses de plus en plus, et puis moi également, ça m'intéresse. Alors, quel est ton objectif, Jérôme, en cardio? Alors, mon objectif, c'est de devenir comme Rudy Koya. Ah ouais, bon, bah là, c'est mort, il n'y en a qu'un seul. Hein, non, là, c'est mort, là. Voilà. Déjà, j'ai pas la même taille. Non, mon objectif, ça serait de continuer. Là, je suis à 4 séances de musculation classique par semaine. Et j'aimerais en même temps améliorer un peu mon endurance fondamentale, tu vois. C'est-à-dire faire baisser un petit peu ma fréquence cardiaque au repos, être un petit peu plus endurant. Voilà, j'ai pas un objectif chiffré, j'ai pas un truc particulier, c'est juste m'améliorer sur ce secteur-là. Bah, tu sais, pour avoir commencé à lire pas mal de bouquins et tout, on voit bien que pour développer à fond son endurance, c'est pas comme en muscu où on détruit, on reconstruit, ça demande du repos, il y a beaucoup de trucs qui sont mis en jeu, etc. Je vois là, tu vois, je lisais un truc claire fois. Le mec expliquait que en général, les champions s'entraînent environ 12 fois par semaine et que si ils arrêtent pendant une semaine, ils perdaient 3% de leur performance, quoi. Donc, ce qui est énorme pour eux. Donc, là, je te dirais, en plus, à commencer le rameur. Je pense que le rameur, c'est vraiment un bon exercice pour le cardio. T'as pas les inconvénients de la course à pied qui sont les chocs auxquels il faut s'habituer. Il faut être très progressif. Il faut par exemple alterner 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, etc. Il faut vraiment y aller doucement parce que sinon tu peux vite avoir des périostites, vite sentir que ça te fait pas du bien. Surtout si t'es lourd comme moi. Mais le rameur, en fait, c'est se mettre sur 20-30 minutes. Un truc que je fais souvent faire à mes élèves, c'est un 5 km en fait. Voilà, j'en fais faire 5 km au rameur sur un rythme tranquille, 2 fois par semaine. Et là, tu vas déjà sentir, la première fois, tu vas dire, oh putain, c'est long, etc. Et après, normalement, tu te prends. Ouais, t'écoutes un podcast comme ça. Ouais, bah voilà, t'écoutes un podcast, t'écoutes un truc. Mais le truc, voilà, 2 fois par semaine, un petit 5 km au rameur, je pense que c'est pour toi, parce que tu fais déjà du sport. Si ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait de rameur ou quoi, ne démarrez pas par ça, vous allez mourir. Faites plutôt, je sais pas, des efforts faciles. Faites 5 fois 500 mètres, doucement, avec temps de récupération égal au temps de travail. Ce sera déjà pas mal pour arriver progressivement à 5 km. Mais voilà, c'est déjà pas mal en fait. Et vous verrez que ça crève autrement plus que la musculation. Ok, et ouais, ça c'est mieux de le faire en dehors des séances de musculation classique, ou tu peux le faire après une séance dos triceps par exemple, ou pec biceps qui t'a pas trop tué. Ou c'est mieux vraiment de le faire des jours off muscu? Il y a ce qu'on appelle en musculation, et ça a été vraiment étudié grâce au CrossFit, c'est les notions d'interférence. En fait, quels efforts n'annulent pas les effets de l'autre? En gros, qu'est-ce qui est compatible? Et on sait par exemple que les efforts à but hypertrophique, donc ce qu'on fait classiquement pour prendre du muscle, voilà, la méthode superphysique entre guillemets, en fait, ça n'aime pas trop qu'il y ait des efforts d'endurance rapprochés. Donc, si tu fais une séance, voilà, d'autres triceps et que tu fais du rameur après, surtout en endurance, etc., c'est moins bien. C'est moins bien parce que ça limite un peu la croissance musculaire. Donc, idéalement, le mieux, c'est de faire ça en dehors de ces séances. Maintenant, je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde, qui a un travail, qui a une vie, etc., qui peut se rendre 3 fois par semaine à la salle et pas plus, il faut qu'il le fasse après ces séances. En acceptant, finalement, de toute façon, quand tu t'entraînes 3 fois par semaine, il faut bien le dire, c'est que tu vises pas
le plus de progrès possible. Tu cherches à progresser évidemment, mais tu seras jamais champion des champions. Donc c'est pas très important, surtout pour sa santé, si juste après, 2 fois par semaine, tu fais un peu de rameur. Donc, et idéalement, voilà, c'est toujours mieux de le faire en dehors ou de laisser, je sais pas, 6, 7, 8 heures entre les 2 séances. Ok, ça empiète pas, pas énormément la récupération musculaire. Oui, et puis normalement, c'est pas un effort. L'endurance fondamentale, c'est un effort que tu peux refaire le lendemain, quoi, normalement, ou que tu peux refaire quelques heures après. Ouais, c'est peu taxant en récupération. Voilà. Ok. Tu faisais, avant, j'avais vu là sur différentes vidéos que tu avais postées sur YouTube ou quoi, tu faisais du rowing menton à la poulie basse allongée. Bien sûr, je fais toujours. Pour ceux qui savent pas, je vous laisse taper ça sur Google, vous allez trouver, ça peut paraître bizarre comme nom. Rowing menton, poulie basse allongée. Est-ce que c'est un exercice que tu fais toujours ou tu sens que c'est de moins en moins bon pour les épaules? Comment ça a évolué dans ta tête cet exercice? Parce que moi je le faisais au début et puis j'ai un peu arrêté, puis après je suis passé à la barre et puis j'ai vu que c'était pas terrible pour les épaules et puis ça vient frotter le supraépineux sur beaucoup de personnes, etc. Comment toi tu l'as fait évoluer ce truc? Ouais, en fait le rowing menton, le rowing debout, ça a souvent été à débat et c'est très simple à comprendre. Tout à l'heure on parlait du kayak avec les épaules un peu hautes. En fait le truc c'est que quand tu élèves le bras et qu'à un moment l'épaule se lève, et en fait ça écrase un peu le sous-épineux en quelque sorte, et donc je sentais que ça c'était pas très bien, et à un moment en fait je sais pas comment c'est venu, je me suis mis à refaire du rowing menton debout mais en tirant la barre un peu loin de moi pour faire une rotation externe en haut en fait. Et oui, c'est ça, parce que tirer, excuse-moi, je te coupe 30 secondes, mais parce que j'y pense sur le rowing, quand tu tires avec une rotation interne, c'est la meilleure position pour que tu aies le supraépineux qui vienne buter contre l'acromion. Et si en plus tu lèves le coude au-dessus de la ligne des épaules, tu risques fortement de te flinguer. Donc, ok, ça répond pas mal à la... Ouais, et donc en fait, j'ai commencé à tirer en avant du corps. Donc au lieu de faire longer la barre, j'ai commencé à tirer en avant, et là j'ai vu que ça me faisait du bien. Je dis, ah tiens, et donc comme je cherchais à minimiser en quelque sorte l'impact de la triche, parce que quand on fait des exercices comme ça, on a souvent tendance à tricher, je me dis, tiens, je vais le faire allongé à la poulie basse, et en plus à la poulie basse, avec une corde, c'est beaucoup plus simple de faire la rotation externe en fait, parce que là j'ai un repère, je vais jusqu'à poser les coudes derrière en fait. Et donc je ne peux le faire que si je tire devant. Donc en fait c'est une sorte, c'est plus, en apparence on dirait un rowing menton, mais si tu analyses vraiment bien, en fait c'est un peu une élévation frontale devant, et dès que ça passe un certain angle, en fait, hop, c'est une rotation externe en fait que je fais. Donc finalement, c'est un exercice qui me fait vachement l'arrière d'épaule et l'infraépineux. Donc c'est pour ça en fait, j'ai aucune douleur, et c'est même un truc que je recommande dans ma formation super épaule à ceux qui ont des douleurs au bout d'un moment, pour vraiment travailler ces muscles rotateurs externes de l'épaule, tout en évitant effectivement les inconvénients et tout ce frottement là qui est fait par le rowing menton quand il est fait strictement. Et là, on peut dire carrément que on voit encore une fois les limitations de l'entraînement strict, uniquement strict. Parce que si on réfléchit pas bien, on peut faire des exercices qui nous ruinent complètement. Et ouais, en fait, tu vois, pour moi, c'est un exercice de rotation externe que je fais. C'est pas. Et donc, faut tirer loin de soi. Faut pas que tu le fais à la poulie, que la poulie te frotte dessus, en fait. Moi, la poulie est loin de moi. Mais j'ai prévu de faire un coup une vidéo YouTube de toute façon dessus, parce qu'en ce moment, je refais un peu de vidéos YouTube où je montre un exercice à la fois. Donc, et ouais, c'est une variante qu'on n'arrive pas à voir si on n'est pas dedans, quoi. Mais ouais, j'en fais toujours, j'en fais tous les lundis, et pas de souci. J'ai l'impression que ça me fait du bien, et ça fait du bien à tous ceux à qui je le conseille. Ok, super. Alors je vais peut-être essayer de le refaire en fait, de séance épaule, parce que j'avais laissé tomber. Tu tires loin de toi en fait. Si ça frôle, ça va te frotter en fait. Alors le seul inconvénient que je vois, c'est peut-être la mise en place, surtout quand tu as du monde dans la salle et que tu as les poulies au milieu. Ouais, tu prends toute la poulie vis-à-vis. Ouais. Ah ouais, là c'est sûr. Ok. Juste pour parler de l'application Superphysique, parce que ça reprend pas mal de tout ça. Alors un peu moins de morpho-anatomie, mais surtout de tout ce qui est l'idée des cycles de progression, d'avoir quelque chose qui laisse très peu de chance au hasard, comme tu as bien le dire. Quelque chose avoir des exercices qui, on va dire, qui suivent une progression, qui sont d'une semaine à l'autre, qui t'amènent à un endroit, qui t'amènent à progresser régulièrement. Comment ça t'est venu cette idée ? Est-ce que c'est le développeur qui est venu avec l'idée de l'application ? Toi, t'es venu avec l'idée des progressions ? Comment ça s'est mis en place tout ça là ? En fait, donc comme j'arrête pas de le répéter, j'anime une formation qui s'appelle la formation Superphysique,
où je transmets toute mon expérience que j'ai accumulée depuis 13 ans en musculation. Donc voilà ce que j'appelle la méthode super physique, vraiment en détail, sans rien cacher, vraiment en allant le plus en détail possible. Voilà, parce que quand tu fais des vidéos YouTube, etc., je peux pas aller en détail. La plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Mais il y a une partie des gens qui sont intéressés de tout savoir. Et sur cette formation, j'ai mis un forum pour qu'on puisse discuter entre nous, en plus des vidéos, etc. Et dessus, il y a Pierre qui est développeur et qui un coup a dit voilà, je vais faire une application super physique. Il dit ça te gêne pas? Je dis non, je dis vas-y. Et faut dire que c'était pas la première fois qu'un mec me disait je vais faire une application super physique. Hein. Bon, à chaque fois, ça n'allait pas au bout. Et donc, j'avais dit, voilà, fais, y a pas de souci. Et puis, si tu vas jusqu'au bout, je mettrai mon nez dedans, voilà. Et donc, il a fait son truc, etc. Et puis, en fait, c'est lui qui avait l'idée, qui avait toutes les idées ou presque. Et moi, en fait, je suis intervenu à la fin. Ok, parce qu'il avait déjà toutes les connaissances acquises grâce au cycle, grâce aux exercices, etc. Grâce à la formation SP, en fait. Ouais. Pierre. C'est pas le mec qui arrivait n'importe où, juste développeur qui connaissait rien en muscu. Il avait déjà toutes les bases. Il avait déjà tout le truc. Il suivait Super Physique depuis longtemps. Là, il était à la formation depuis. Ça faisait déjà 2 ans qu'il était dessus, qu'il suivait la formation. Donc, et moi, en fait, j'ai juste mis mon nez à la fin pour dire voilà, il faudrait mettre ci, ça, les cycles. Voilà comment moi je vois, comment je les programmerais exactement. Comment on va les adapter, etc. Comment on va faire le site, la page qui explique voilà ce que l'appli, ce qu'elle fait, etc. Donc c'est l'application SP Training pour ceux qui veulent tester. Il y a 1 mois gratuit. Elle est sur le Play Store et sur iOS. Et donc pour l'instant, donc là ça fait on est en octobre. Ça va faire 2 mois qu'elle est sortie sur Android et un petit mois sur iOS. Et donc progressivement, il y a de plus en plus d'utilisateurs. On a passé les 3000 utilisateurs il y a quelques jours. Pierre continue à travailler vraiment dessus. Chaque jour ou presque pour faire des mises à jour. Franchement, on a plein d'idées si ça cartonne vraiment pour y aller à fond. Donc, mettre d'autres cycles de progression, plein de trucs différents, etc. pour vraiment aider. Mais là, c'est vrai que l'application, en tant que telle, actuellement, permet pour ceux qui suivent un peu Super Physique, qui sont un peu perdus sur les cycles de progression, sur comment ça fonctionne, etc. Ça permet en fait d'avoir la mise en pratique. Ça permet de se dire, voilà, j'ai mon programme. On en propose via l'application, mais voilà, si on rentre son programme, on clique sur plan, on dit ce qu'on fait, et chaque semaine, ça va nous dire quoi faire en fonction de ce qu'on va noter, des notes de difficulté, de ce qu'on a fait, etc. Et ça va garantir la progression, en fait. Donc, je trouve que c'est pour la mise en pratique, c'est super, parce que souvent, même si on donne toutes les explications possibles, la théorie, c'est bien. La théorie, c'est toujours bien, mais il faut la pratique pour pouvoir vraiment intégrer la théorie. Et c'est ce qu'on met à disposition avec cette application. Donc, et après, je parlais d'1 mois gratuit, parce que évidemment, après, comme tout travail mérite salaire, ça nécessite du temps, il y a beaucoup de travail qui a été fait, etc. On a mis un prix qui nous semble honnête, qui est de 10 € par an. Non, c'est pas au prix où ça coûte. Voilà, 10 € par an. Je veux dire, après, un café par mois pendant 1 an coûte plus cher. Voilà, ça coûte bien plus cher. Pas... Et l'idée, évidemment, ça remplace pas un coaching, un suivi coaching, mais c'est un bon entre-deux, en fait. Entre tous ceux qui écoutent nos conseils, etc., depuis plus de 10 ans, et qui veulent voir exactement ce que c'est, qui n'ont pas encore bien compris, avant, par exemple, de passer à un coaching pour aller plus loin, pour personnaliser son programme, pour personnaliser ses cycles de progression, parce que là, effectivement, on a mis des trucs qui sont basiques, mais qui fonctionnent. Voilà, je n'allais pas prendre le risque de mettre des trucs qui ne fonctionnent pas. Il fallait mettre des trucs qui fonctionnent pour la majorité, pour que les gens progressent, etc., pour que tout le monde soit content, sinon ça n'a pas de sens. Mais il peut arriver un moment où ce ne sera pas suffisant. Voilà, où ce sera pas suffisant, et à ce moment-là, voilà, on peut basculer sur un coaching ou sur la formation ou sur d'autres services que je propose. Alors, petit feedback personnel, ouais, c'est hyper pratique, c'est hyper simple, surtout. C'est-à-dire que ça remplace également le carnet, comment on appelle ça, le carnet d'entraînement où on note tout, les répétitions, les temps de repos, etc. Où on note. Alors moi j'avais l'habitude de le faire sur l'application Evernote. Mais bon, maintenant c'est devenu un gros bordel. Donc j'ai tout transféré là-dessus. C'est hyper pratique, c'est hyper simple. Et surtout que ça calcule tout. C'est-à-dire que, je veux dire, tu vas à la salle, t'as pas besoin d'aller regarder ton cahier pour te dire, bon alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, tu ouvres ton application et ça te dit ce que tu dois faire. Moi je trouve que c'est vraiment un gain de temps énorme par rapport à ça. Ouais, mais moi aussi je trouve qu'elle est super. Est-ce que tu m'as laissé un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur le store? Bien sûr que j'ai laissé 5 étoiles. Voilà, non mais ça fait quoi? Ça fait plusieurs podcasts que tu le rappelles, et j'ai dû le faire, c'était
C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Non, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que je sais, on a eu quelques problèmes au lancement, etc. Je sais que c'est super en fait. Je vois, franchement, c'est un truc, j'aurais eu ça à mes débuts, putain, j'aurais été super content et je suis garanti que vraiment avec ce que j'ai mis dedans, voilà, j'ai même pas de doute. Je sais que ça fait progresser. Donc franchement, c'est dommage de pas l'utiliser quoi. Après, comme d'habitude, il y en a qui préfèrent s'entraîner un peu au hasard, il y en a qui sont un peu doués, il y en a qui n'ont pas besoin de se remettre en question, de réfléchir pour progresser. Maintenant, pour tous ceux qui galèrent, oui, et puis de toute façon, et puis ils tomberont pas sur ce podcast, ils tomberont probablement pas sur ton article, ni sur ton article, sur tes articles, sur ton application. Ces gens-là ne tomberont pas là-dessus, donc finalement, c'est pas si grave. Mais ceux qui cherchent un peu, ceux qui veulent faire mieux, allez-y. De toute façon, un mois gratuit, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Il y a de grandes chances que ça vous plaise. Voilà, bon bah merci pour la petite. Pas de souci, moi je l'utilise donc y a pas de problème. Avant de passer aux 3 petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je voudrais juste revenir sur un petit point. Alors je sais pas si tu as vu passer un petit peu ce truc là, c'était il y a quelques semaines dans un podcast Superphysique, tu parlais un petit peu de qu'est-ce qui t'avait amené jusqu'à ces performances que tu as aujourd'hui, en tout cas ce physique, ou là où tu en étais aujourd'hui. Tu avais parlé de que pendant tes jeunes années, ou en tout cas anciennement, tu faisais très peu d'écart, tu t'entraînais dur, t'es allé jusqu'à t'entraîner 2 fois par semaine, je crois. 2 fois par semaine. 2 fois par jour, 2 fois par jour. Ouais, c'est ça. Donc, tu as beaucoup parlé de moments quand même où de persévérance, de discipline, qu'il y en a beaucoup qui cherchent des excuses. Et ça a fait un tout petit buzz là sur YouTube. Je vais citer personne. Oui, mais j'ai vu aussi. Certains, je pense, n'ont pas vraiment compris le message. Je pense que la majorité l'ont compris. Non, mais moi, je pense que c'est fait exprès, tout ça. En fait, quand il y a des buzz sur des trucs comme ça, je pense que c'est fait exprès. Il faut bien comprendre que la majorité des gens, beaucoup de gens, donc pas ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que le podcast sera un peu long, donc ils vont pas l'écouter, ils seront pas arrivés jusqu'à veulent tout de suite, veulent que ce soit facile. C'est la loi du moindre effort. Tu vois bien, il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui vendent des programmes sur 12 semaines pour se transformer, pour perdre 20 kilos. Il y a des trucs inimaginables pour celui qui réfléchit. Donc, quand tu as un mec qui te dit bah ouais, moi pour progresser, je me suis entraîné à fond, j'ai pratiquement pas fait d'écart, j'ai pesé tout ce que je mangeais, j'ai fait ça pendant des années non-stop, etc. La majorité n'a pas envie d'entendre ça. Et en plus, elle n'a pas envie de l'entendre parce qu'elle se dit c'est beaucoup trop dur. Et d'autre part, elle n'y croit pas parce qu'elle ne se voit pas capable de faire ça en fait. Elle n'est pas assez motivée. Elle n'a pas vraiment envie d'atteindre ses objectifs. Elle a envie d'atteindre ses objectifs seulement si c'est facile. Donc finalement, c'est l'objectif qui compte pas. Donc forcément, quand dans ce cas-là, la moyenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je l'appelle la moyenne. C'est-à-dire 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde, bah, elle fait tout pour se rassurer en essayant de ramener à son niveau les personnes qui ont réussi ou qui réussissent. Pour moi, c'est simplement, en fait, on n'est pas sur le même truc. Moi, j'ai grandi en regardant les champions, en lisant des biographies, des autobiographies, en voyant la persévérance, la discipline. Aujourd'hui, la discipline, c'est quelque chose qui est vu comme ringard, en fait. Tu dis, la discipline, les gens te disent, beaucoup de gens te disent, ah non, la discipline, c'est trop. L'organisation, ah non, mais c'est trop dur. Il y a des gens, quand tu leur dis que tu pèses ce que tu manges, ils te disent, ah bah non, attends, je vais quand même pas peser le riz que je mange, te rends compte, c'est contraignant. Je sais pas, moi, ça me paraît tellement facile, tellement facile. Hier, je sais plus avec qui je discutais, il me disait, mais comment c'est venu le fait que tu n'aies plus envie de manger de junk food, etc. Et je dis, mais en fait, c'est venu progressivement à force de réfléchir et puis à force de voir les effets sur mon physique, sur ma santé, sur mon bien-être, etc. Je dis, aujourd'hui, je n'ai aucune envie, à aucun moment, de manger des saloperies, quoi. Jamais j'ai cette envie-là. Et ça peut paraître improbable. Il y a des gens qui vont dire, mais non, on va dire, il nous prend pour des cons, nous, on n'y arrive pas. Tu vois, donc, les gens font dans leur cas une généralité. Et c'est normal parce que la moyenne fait ça. Maintenant, ils oublient qu'il y a des exceptions. Et j'ai pas l'impression que ce soit d'être une exception, que ce soit si difficile en fait de faire ça. C'est juste que quand tu es motivé, bah, tu le fais. Tu vois, souvent je cite ça, c'est Jacques Brel qui disait le vrai talent, c'est l'envie. Moi, j'avais envie de progresser à fond. Je voulais être le meilleur possible. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et il n'y avait pas de raccourci. C'était des années.
Donc, tu vois, ça fait 18 ans que je m'entraîne. Ça fait peut-être 2-3 années où je suis un peu moins à fond muscu. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ma diète. Quand je suis à la salle, comme je disais tout à l'heure, voilà, moi j'y vais pour progresser. Même si tout n'est pas fait pour, ça n'empêche pas que j'essaye, etc. Mais ouais, en fait, la discipline, tout ça, c'est devenu ringard, en fait. Parce que et c'est un problème d'éducation, en fait. C'est pas un problème d'être jeune ou pas, c'est l'éducation que tes parents te donnent, l'éducation que la société te donne. Tu vois bien maintenant, le bac en France, je sais pas si tu le vois, mais il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Il y a 40 ans, quand tu avais le bac, c'était un super diplôme. Quand tu avais ton brevet des collèges, ça c'était déjà super, quoi. Maintenant, ça ne vaut plus rien. On est nivelé vers le bas. On est nivelé vers le bas. Et comme ce que la plupart aiment regarder, soit sur le net, etc., ou à la télé, c'est la facilité, ben en fait, tout le monde montre de la facilité. Tu vois bien, tu regardes des séries à la télé, jamais tu les vois en train de galérer, en train de travailler. Tu as l'impression qu'ils sont tous riches, ils travaillent pas, ils sont tous riches, il fait toujours beau, tout le monde est beau, tout se passe bien, ils ont des problèmes qui sont ridicules. Et toi, c'est donc beaucoup de gens en fait ne veulent pas avoir l'envers du décor. L'envers du décor ne leur plaît pas et surtout ils n'ont pas envie d'y croire parce que c'est pas montré et que personne ne le dit. Comme disait Michael Phelps, qu'on peut critiquer ou pas, c'est ce que tu fais dans l'ombre, c'est de l'ombre que naît la lumière. Et c'est exactement ça en fait. C'est juste que la plupart en fait se rendent pas compte. Mais bon, la plupart n'ont pas de résultats donc forcément. Alors après en musculation, comme dans beaucoup de sports aussi, c'est gangréné par le dopage, etc. C'est la raison d'être de Superphysique à la base. Donc c'est plus facile de dire c'est un tricheur plutôt que de se dire putain le mec est motivé, putain il a fait les choses bien. Et si finalement moi aussi je pouvais faire en faisant ce qu'il raconte, tu vois. Donc après t'as deux catégories de personnes quoi. T'as ceux qui disent que c'est impossible. Je sais plus qui disait ça, mais il y a ceux qui disent que c'est impossible et ceux qui disent que c'est possible. Dans les deux. Mais les deux ont raison. Voilà, les deux ont raison. Les deux ont raison. Ouais, moi j'ai toujours cru que c'était possible. Donc après voilà, jusqu'à un certain niveau évidemment. Mais je me suis jamais dit quand j'étais gamin, et c'est une de mes forces, quel niveau je pourrais atteindre. Maintenant, j'en parlais avec Iron Quest, qui est venu m'interviewer avec une chaîne YouTube, qui est sur les forums Superphysique. Ouais, j'avais pas de limite en fait. Jamais je me suis dit quel niveau je vais atteindre. Maintenant, les jeunes, avec toutes les connaissances qu'il y a maintenant, se disent ah tiens, tu vois, ils font leur analyse morpho-anatomique rapidement. Parce que voilà, ils n'ont pas le tome 1, pas le tome 2, etc. Bah, il faut payer 20 balles, 30 c'est beaucoup trop cher. Hein. Mais voilà, ils n'ont pas le truc. Puis ils se disent ah regarde, j'ai le biceps court, bah, ça sert à rien que je les entraîne, j'aurai jamais de biceps. Ah bah tiens, je commence pas à m'entraîner, ça sert à rien, je suis pas doué. Non mais attends, nous, du moins tous mes potes, tous ceux que je côtoyais, etc. Même si on n'était pas spécialement doué ou quoi, on y allait quoi en fait, et on voyait bien où ça menait. On voyait bien où ça menait quoi. Car on savait même pas où ça menait. On faisait, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est mais en fait, tu vois, c'est pas qu'ils ont pas compris en fait ce que j'ai expliqué. C'est juste que c'est trop lointain pour eux. En fait, c'est impossible. Tu te rends compte? C'est comme si on te dit, je sais plus, c'est Michael Phelps. La dernière fois, je relisais le bouquin de Bob Bowman, qui s'appelle, ah putain, j'ai oublié les 10 règles. J'ai oublié le bouquin de Bob Bowman. Il est en français. C'est un entraîneur de natation et il disait que Phelps n'avait pas loupé une séance de natation pendant je sais pas combien d'années quoi pour les Jeux Olympiques quoi. Le mec tous les jours il était à la piscine. Et pour la plupart des gens c'est fou quoi. C'est bah non c'est pas possible. Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est le dopage. Ouais non mais ok si on veut il y a un peu de dopage. Mais le mec est motivé quoi. Le mec il est archi motivé et c'est pour ça que c'est possible en fait. Mais la majorité n'a pas envie. C'est trop dur et en même temps, tu vois, quand je lis un bouquin sur l'endurance et qu'on dit qu'il faut s'entraîner 12 fois par semaine pour être champion, et nous, à notre niveau, on serait même pas champion vu l'âge qu'on a. Bah ouais, c'est sûr que ça peut être démotivant parce que c'est la loi du moindre effort. C'est, on veut croire au Père Noël. Tu vois bien, les gens jouent au loto. La Française des Jeux, là, j'ai lu un article il y a quelques jours, va rentrer en bourse. Tu te rends compte? Les gens jouent au loto. Moi, j'ai jamais joué de ma vie au loto. Ah, ben ils jouent beaucoup plus au loto qu'ils essayent de créer de la valeur. Oui, voilà. Donc en fait, après, tu comprends bien. Les gens jouent au loto, ils veulent la chance, ils veulent le truc. Et si toi, tu réussis, ils veulent pas travailler, ils veulent pas. Voilà, c'est soit de la chance, soit t'as triché. Mais t'as pas fait d'effort, c'est pas possible. C'est pas possible parce que. Et le pire, c'est quand ils pensent qu'ils ont plus de chance
en ayant de la chance qu'en travaillant, par exemple. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit, j'arriverai pas. Par contre, si je joue au loto, j'ai plus de chances de gagner de l'argent. Là, c'est. Ah non, mais c'est plus grave. C'est pour ça. Ouais. Pour moi, c'est fait exprès. Tout ça, c'est. Voilà, regardez, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est pas possible. Il fait pas les choses bien. Tout est fait en fait pour dénigrer ceux qui. Et moi, je suis habitué. Ça fait 13 ans que j'entreprends sur le net, 13 ans que j'essaye de faire du mieux que je peux, que je fais des trucs, etc. Et pas plus tard encore qu'il y a quelques jours, encore des mecs qui dénigrent en fait. Ouais, ce qu'il fait, c'est. En fait, il y aura toujours des gens qui seront contre toi, quoi. Toujours. Mais c'est pas très grave finalement parce que ça fait parler de toi et peut-être qu'il y en a qui vont me découvrir comme ça. Et qui, grâce à ça, voilà, exactement. Et qui vont dire ah bah tiens finalement tu as des gens qui sont pas cons, qui restent pas sur leur première impression ou qui croient pas à tout ce qu'on leur raconte, qui vont se dire attends voyons ce qu'il fait, ils vont s'intéresser, après, ils vont se dire ah tiens c'est logique ce qu'il dit. Soit ils vont accrocher, soit ils vont pas accrocher et puis voilà en fait. Et après c'est la vie, tu peux pas plaire à tout le monde etc. Mais moi en tout cas tout mon travail est orienté vers les personnes qui veulent réfléchir, se remettre en question, voilà, qui veulent avancer. Donc entraînez-vous. Pas pour ceux qui veulent des résultats sans rien faire. Et d'ailleurs, moi, je m'oppose à tout ça. Moi, je vends, entre guillemets, de l'information. Je vends pas de programme, en fait. Même mon coaching, en fait, c'est des suivis, c'est de la communication. Il y a un investissement derrière de la personne et de ma part, en fait. C'est pas, je t'envoie un programme pour 12 semaines et on en reparle dans 12 semaines, en fait. Donc, en fait, je parle pas à des personnes qui veulent juste un truc. Des fois, on m'écrit, on me dit, ouais, je veux un programme. Je dis, voilà, c'est ça que je fais. Ah ouais, mais non, moi, je voudrais juste un programme. Je dis, ouais, bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, je dis, bon, c'est pas grave. Je dis, bon, peut-être plus tard. Voilà. Bon, et puis sur ceux qui tomberont par hasard sur ce podcast, qui veulent se mettre au sport, à la musculation, à n'importe quel sport, n'importe quelle activité, je pense qu'on peut résumer par entraînez-vous, persistez, commencez, soyez disciplinés, patientez, et voyez où ça mène. Voilà. Vous verrez bien. Ok, top. Pour terminer, j'ai pris l'habitude d'avoir 3 petites questions que j'aime bien poser à la fin de chaque interview comme ça. La première, toute simple, est-ce que y a un conseil que tu donneras à quelqu'un qui aimerait commencer la musculation ou le sport, le tout premier conseil? Ouais, je dirais. Qu'on t'ait pas donné en fait et que tu aimerais transmettre aujourd'hui. On me l'a pas donné, mais je l'ai fait un peu de moi-même. C'est de n'écouter qu'une seule personne, dans le sens de trouver un mentor en fait. Tu prends une personne et tu lis tout ce qu'elle a fait, tu regardes tout ce qu'elle fait et tu ne suis que sa parole. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris Jean Texier, j'ai acheté tous ses livres, j'ai acheté tous les mondes du muscle, tout. J'ai tout lu et j'ai tout appliqué. Et voilà, j'écoutais une personne. Et l'erreur que font la plupart aujourd'hui, c'est justement d'écouter tout le monde en fait. Il y a tellement d'informations, je suis bien d'accord. On ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas. Et ça, c'est la pire erreur. En fait, peu importe qui tu écoutes, peu importe. Tu choisis une personne et tu y vas. Mais une. Et elles vont toutes te faire progresser jusqu'à un certain niveau. Voilà, tu vas atteindre un certain niveau parce que tu vas t'entraîner, etc. Après, plus ou moins, mais c'est pas grave. Et à un moment, tu vas te rendre compte que voilà, t'es arrivé à un plateau, que ce qu'elle raconte peut-être ça te suffit pas, etc. Et tu iras voir ailleurs en fait. Et puis voilà. Et en fait, mais voilà, trouver un mentor, n'écouter qu'une seule personne au début, c'est ce que je ferais. Deuxième question, tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur? Là, tout de suite. Première chose. Bon courage. Je dirais. C'est une bonne chose. J'espère que tu sais que tu vas devoir compter sur toi-même pour t'aider, quoi. Souvent, les gens m'écrivent, voilà, dans la musculation, quand ils ont des douleurs, etc. Donc, quand j'ai la solution, je les reconduis en général vers une formation. Quand je l'ai pas, je leur dis bon. Si tu passes dans le coin à Annecy, viens, je vais regarder si je vois quelque chose, etc. Mais si finalement le seul qui peut te soigner, parce que des fois, voilà, j'ai pas la solution, etc., c'est toi. Je leur dis, voilà, c'est toi. Il y a que toi qui peut te soigner, qui peut trouver tes solutions. Donc, il faut que tu apprennes à compter sur toi, à faire des recherches. Et c'est encore une fois l'histoire de l'objectif, quoi. Tu sais, c'est comme si on reprochait à quelqu'un de guérir. Ah ouais, il a guéri, il a eu un coup de chance. Non, il a pas eu un coup de chance. C'est juste qu'il a fait ce qu'il fallait, il s'est instruit, il a amélioré ses connaissances. Et ainsi, voilà, il a réussi à se guérir. Donc, apprends à compter sur toi-même. Parfait. Et enfin, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes? Alors, j'ai l'habitude de demander dans le domaine de la musculation, mais j'ai remarqué que c'était très souvent les mêmes qui revenaient. Et donc là, on va dire dans tout domaine confondu, que ce soit de la littérature, des livres pratiques ou quoi. Ouais, il y en a. En dehors, évidemment, du guide de la musculation. Oui, du tien. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai écrit, il m'a pas trop inspiré.
Mais Ouais, mais vas-y, tu peux en parler. Hein, tu peux en parler. non, bah, pas besoin. Mais non, mais je vais t'en citer deux quand même. Un en muscu qui s'appelle Devenez champion du monde. C'est un bouquin de Jean Texier où il interviewe Jean-Luc Favre qui était devenu champion du monde de bodybuilding en 1989. Ça, c'est un bouquin quand j'étais gamin qui m'a vraiment énormément inspiré, qui m'a fait y croire. Mais est-ce qu'on peut le retrouver encore parce que j'avais essayé de le chercher, je crois que. Je pense qu'on peut le commander. Donc, c'est Devenez champion du monde aux éditions JBena. C'est J-I-B-E-N-A de Jean Texier. Donc, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver. Je pense qu'il existe. Au pire, bah, je te filerai le numéro ISBN. Hein, j'espère. Après, Ok. plus dans le domaine un peu entrepreneurial, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la biographie. Je le recommande souvent de Steve Jobs. Franchement, elle m'avait vraiment énormément inspiré. C'est une des premières que j'avais lues et je la recommande vraiment. Celle d'Isaacson parce qu'elle Voilà, ouais, celle de Walter Isaacson, ouais, tout à fait. Ouais, elle est bon, faut se l'avaler, elle fait 900 pages, il me semble. Ouais, mais enfin bon, ça se lit. Non, mais c'est voilà, simple, c'est hein, ça. si tu veux réussir ta vie, tu dois pas être à 900 pages près. Hein. je préfère vous le C'est dire. exactement ça. Surtout que, tu vois, par 900 exemple, pages. un livre qui À est. 30 pages par jour, ça fait un mois. C'est rien du tout. Hein. Ouais, non, c'est rien du tout. Puis il y en a beaucoup qui lisent comment Think and Grow Rich Oui, de Napoleon Hill. Napoleon Hill, voilà, bah, tu vois, tu as tous les principes un petit peu de réussite. Si tu fais un peu le lien avec la biographie de Steve Jobs, tu te rends compte que tous les principes, il les a plus ou moins appliqués, consciemment ou inconsciemment, dans toute sa vie. Ouais, non. Plus ou moins. En tout cas professionnel. Après, personnel. Ouais, non, mais c'était un bon livre parce que tu vois que justement, le type est pas parfait. Tu vois qu'il y a des domaines où vraiment. En fait, c'est ces déséquilibres qui font qu'il a réussi, en fait. Donc, non, franchement, c'est un super bouquin. Moi, j'ai trouvé très inspirant. Donc, et puis, il a été publié, je crois, juste avant la mort de Steve Jobs, juste à ce moment-là, quoi, dans ces eaux-là. Donc, ouais, franchement, très, très bon livre, quoi. Parfait. Bah écoute, je te remercie d'être passé sur le podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Et bah, plaisir partagé. Ouais, bah écoute, si je rentre en France, un de ces quatre que je passe pas loin de Nancy, de Annecy, j'essaierai de passer au Superphysique Gym. Ouais, bah avec plaisir. Et puis, ça fait un moment que je me dis. On a la Villa Superphysique juste Ouais, à la côté, villa. donc en fait, il suffit juste de dire, voilà, bah, j'aimerais passer à la salle, un endroit où loger, et puis on peut loger sans souci, quoi. Et ça faisait un moment que j'en parlais avec un ami en plus, et d'ailleurs je vais faire une petite dédicace puisque c'est celui que j'ai reçu sur le tout premier épisode du podcast ici, Raphaël Lesforis, qui on suivait un peu Superphysique, tout ça depuis un petit moment, et on s'était toujours dit putain, il faudrait qu'on passe au Superphysique Gym pour aller voir Rudy, la bande à Rudy s'entraîner là-bas, aller faire un tour. Et donc si l'occasion se présente, ben, je n'hésiterai pas à te contacter à ce moment-là. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors s'il vous a plu, je vous invite fortement, je vous supplie même, non je plaisante, je vous supplie pas, mais vous pouvez laisser un 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast, qui est le mieux vraiment pour mieux référencer le podcast, qu'il arrive à de nouvelles oreilles. Également, si vous souhaitez aussi le partager directement à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui commence le sport, qui commence la musculation, qui s'intéresse à ce domaine-là, et même à la santé, vous pouvez directement lui envoyer cet épisode par Messenger, par email, par ce que vous voulez. Une personne à la fois, comme on dit. Et enfin, une dernière petite chose, vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique, donc je laisserai le lien dans la description. Si vous voulez recevoir directement tous les épisodes dans votre boîte mail, comme ça vous ne les loupez plus. Tout ce qu'il va y avoir en termes d'informations, en termes de news, de réflexions, de conseils partagés de ma part et également de tous ces professionnels et ces intervenants sur ce podcast, ça sera sur la lettre biomécanique. Je laisserai le lien en description, mais vous pouvez directement aller sur biomécaniquepodcast.com/lettre. Voilà, j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Biomécanique.